conflits d'intérêts? Ou est-ce que lorsque vous avez une information où vous avez des intérêts quand même qui sont en cause, est-ce que quelque part vous décidez tout de même de traiter ces informations? Oui, mais quand les intérêts sont en cause, que ces intérêts touchent au bien-être de la population, touchent aux intérêts du peuple. Non, si ce sont des intérêts personnels, est-ce que vous dites quand même si par exemple la personne, je donne un exemple simple, la personne dont je veux parler, peut-être c'est un de mes partenaires sur une affaire, est-ce que je dois donner cette information? Est-ce que vous ne vous êtes pas arrivé de vous censurer tout de même par rapport à ce genre de choses? Dans mes rapports que j'ai avec des Ivoiriens qui occupent des fonctions ou qui sont dans des affaires, je leur dis toujours que vis-à-vis d'eux, j'ai un devoir de vérité. Tant qu'ils feront des affaires dans le secteur privé, entre acteurs privés, nous, ça ne nous intéresse pas. Mais dès l'instant où leurs affaires touchent à l'intérêt public, en ce moment-là, la frontière est franchie et nous défendons toujours la cause publique. C'est le créneau que nous sommes fixés dans lequel nous fonctionnons. On va aller sur des cas pratiques. Selon une source parlementaire, certains députés, lorsque vous étiez député, savaient que le PPACI n'irait pas aux élections législatives de décembre 2025. Et Karl Damad Wictogo avait pris le prêt d'informer certains d'entre vous. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je ne fais pas partie de ceux qui ont eu le privilège d'avoir cette information. Donc nous, on a découvert comme tout le monde que le PPACI avait décidé de ne pas aller aux élections. Après les tractations souterraines, on n'a pas été informé de cela. Donc, selon les sources parlementaires, parce que tout de même, j'ai pas mal d'amis députés qui m'ont dit, certains députés, ils vous ont même cité, hein, vous étiez informés, Adama Wictogo vous a dit, OK, c'est clair que le PPACI n'irait pas aux élections, et je vois que dans une de vos interviews, vous avez dit, si le PPACI était allé aux élections avec le PDCI à Yopougon, c'est clair que Wictogo n'aurait pas gagné. Et que lui, il avait pris soin de vous informer. Donc, vous dites là que vous ne faisiez pas partie des députés qui avaient été approchés. Pas dans le secret des dieux. J'ai pas eu cette information avant les élections, en tout cas. Parfait. Voilà. On va aller sur un autre cas pratique. Là, on est sur un décryptage et analyse des discours. On va aller sur un support simple. Je vais prendre cet extrait d'un édito de Marwan Ben Yamed qui rendait hommage à Ahmed Bakayoko. Je lis l'extrait. Il dit, le 19 février 2021, Jeune Afrique met en ligne à midi un article sur les raisons de son départ en France. Ahmed n'apprécie guère autant de précision et m'appelle pour se plaindre. 2 heures à peine après sa publication, quand je décroche, je ne reconnais pas sa voix, éraillée et faible, comme s'il avait pris 20 ans d'un seul coup. Pourquoi tu fais ça? Me dit-il. Les gens n'ont pas besoin de savoir tout cela. Protège-moi. Je lui réponds, mal à l'aise, qu'il est Premier ministre et que tout le monde s'interroge sur son absence, que Jeune Afrique fait son travail et que par ailleurs, les rumeurs les plus folles circulent à son sujet. Nous avons souvent eu ce débat en tête-à-tête sur la transparence dont devraient faire preuve les responsables politiques. Un commentaire sur cet extrait. Bon, j'avais pas vu l'extrait à l'époque où ça a été diffusé, mais en même temps, ça pose le problème de la santé de ceux qui nous dirigent. Est-ce que c'est une frontière qu'on doit franchir sans gants, ou bien que on doit faire un peu d'une volonté de transparence absolue sur cela? On est dans des sociétés qui sont très pudiques, où la santé du chef, très souvent, est tenue secrète. Et donc, mais en matière de journalisme, si on a des éléments qui sont concrets, on peut toujours en parler. Donc, ce que Ben Yamed a écrit, je suppose qu'il avait des informations crédibles qui lui ont permis de faire cela. Tant qu'on a les informations qui sont crédibles, qu'on peut devant un tribunal les produire, je pense qu'on doit toujours diffuser cette information-là. Mais est-ce que vous vous êtes intéressé, est-ce que vous avez investigué sur la mort d'Ahmed Bakayoko? Non, pas du tout. Pourquoi est-ce que ce sujet ne vous a pas intéressé? Parce que on n'avait pas d'intérêt particulier à enquêter dessus. On ne voyait pas comment cela touchait à la vie des Ivoiriens ou bien au bien-être des Ivoiriens. C'est vrai qu'au-delà du bien-être des Ivoiriens, ça reste comme il a parlé tout à l'heure, par exemple, dans la chute, de cet extrait. Il dit, nous avons eu souvent ce débat en tête-à-tête sur la transparence dont devraient faire preuve les responsables politiques. Est-ce que vous n'estimez pas qu'en tant que personnage politique de premier rang, il était important, en tout cas vous en tant que journaliste d'investigation, que vous penchiez tout de même sur les causes de son décès? Ah non, en ce moment, on devrait enquêter sur les causes de tous les Ivoiriens qui décèdent chaque jour. Non, je parle d'Ahmed Bakayoko en tant que personnage de premier rang, parce qu'il est décédé tout de même en tant que Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Oui, mais on peut être Premier ministre et puis décéder. Voilà, il y a des présidents qui décèdent. Et donc, il n'y a pas de raison particulière pour laquelle on irait investiguer sur son décès. Okay. En revanche, s'ils avaient posé des actes qui touchent à la gouvernance publique, qui touchent aux ressources publiques, là, nous avons vraiment vocation à enquêter dessus.
Voilà. Tout de même, au-delà de ça, vu que vous êtes un journaliste d'investigation, et je sais que quand c'est le cas comme ça, on a un réseau d'informations très dense. Est-ce que tout de même, certaines informations ont pu fuiter par rapport à votre réseau concernant les causes du décès du non, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Hein. Effectivement, un journaliste d'investigation qui a autant d'expérience comme moi a forcément un réseau à des niveaux insoupçonnés de la République. Mais tant que ça reste de l'ordre de la supputation et qu'on n'a pas de preuves, nous, on n'en parle pas. Voilà. Comment comprendre que, justement, depuis son décès en mars 2021, il n'y ait pas eu de commémoration officielle à sa mémoire, selon vous? Mais ça, c'est au niveau du parti au pouvoir. Là, c'est la cuisine interne, comme on aime utiliser cette expression au niveau du RADP. C'est la cuisine interne du RADP. Nous, en tant que citoyens, on n'a pas de raison particulière à demander qu'il y ait une commémoration. Voilà. Est-ce que le mal ne serait pas profond? Et là, je vais être dans les supputations, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, parce que paraît-il que c'est parce qu'il était en train de fomenter un coup de cas contre son mentor qu'aujourd'hui, plus ou moins son décès, aujourd'hui sa disparition, ne peut pas, on va dire, interpeller plus ou moins les tenants du pouvoir, d'autant plus qu'ils estiment qu'il y a une trahison. Est-ce que vous, partant de cette supputation, est-ce que vous comprenez qu'on puisse pas quand même, on va dire, commémorer son décès chaque fois? Mais je pense que dans une république, un État, un gouvernement n'a pas à se comporter, j'allais dire, comme dans une famille particulière. Si des éléments permettent d'affirmer que l'ex-premier ministre était dans un projet de déstabilisation du pays, il appartenait aux dirigeants du pays de les mettre à disposition des Ivoiriens. Maintenant, si c'est cela qui justifie le fait qu'il n'est pas sa mort n'est pas commémorée, nous on ne peut pas spéculer dessus. Il faut qu'on nous mette à disposition des informations et qu'on dise qu'il a trahi ou pas. Là, on n'a pas d'éléments dessus. Et comme on le dit à l'éléphant déchaîné, on n'aime pas du tout spéculer. Tant qu'on n'a pas les éléments de preuve, on ne parle pas de ces choses-là. Pour terminer sur ce premier thème, est-ce que vous n'avez pas fait preuve souvent de rétention dans certains cas où certains intérêts de certaines de vos relations étaient-elles en jeu? Non, je pense que depuis que l'éléphant déchaîné a été créé en octobre 2011 jusqu'à ce jour, les journalistes qui ont travaillé avec moi peuvent en témoigner, on n'a jamais retenu d'informations. Tant qu'on a eu les preuves, on a toujours publié. Même si ça touche aux autorités les plus hautes placées dans le pays, on a toujours publié. Vous avez vent de cette rumeur qui disait que c'est le protocole du président Houphouët-Boigny, Georges Armand Onien, qui était derrière l'éléphant déchaîné. Oh, ça a été, cette rumeur a circulé parce qu'on l'avait invité à être le parrain de l'an 1 de l'éléphant déchaîné. Et ça suffit pour qu'on dise qu'il était le parrain de l'éléphant déchaîné. Ça n'a vraiment rien à voir. Il n'a jamais été derrière l'éléphant déchaîné. Parfait. On réfème bien ainsi. On va s'intéresser à la politique nationale. Et ça, c'est clair que ça va intéresser pas mal de personnes et surtout vous aussi. Mais je vais commencer par quelque chose, par une boutade, hein. Comme on le dit de manière triviale en Côte d'Ivoire. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? À propos de quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on assiste aujourd'hui à la situation qu'on a en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour voir le président Alassane Ouattara, j'ai dit tout à l'heure, qu'il soit dans une logique de confiscation de pouvoir en 15 ans aujourd'hui, foulant au pied toutes les lois? Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on en arrive là? Écoutez, je pense qu'on peut pas séparer la situation actuelle de la Côte d'Ivoire de ce qui a commencé depuis les années 90. Lorsqu'on est allé au pas de course au multipartisme sans avoir préparé les Ivoiriens à cela. Il y avait une forte demande de changement. L'opposition de l'époque, incarnée par le président Mabo Laurent, était extrêmement pressée pour qu'Houphouët-Boigny ouvre le jeu politique. Ça a été ouvert, des partis politiques ont été créés, malheureusement, pour la plupart sur la fibre ethnique. Et donc, il n'y a pas une préparation en amont des citoyens ivoiriens aux valeurs de la République, aux valeurs de la démocratie. On a pensé qu'il suffisait on crée des centaines de partis politiques pour que la liberté s'installe, pour que la gouvernance s'installe, pour que le pays fonctionne. Bien au contraire, à partir du moment où les partis politiques ont pris leur ancrage dans les ethnies, ils ne pouvaient aboutir qu'au résultat qu'on a connu. Et puis bon, vous savez, quand un président dure trop au pouvoir et qu'il ne fait pas émerger des leaderships un peu indépendants, quand il part du pouvoir, on assiste à ce qu'on a assisté. Aujourd'hui, la situation de la Côte d'Ivoire est le corollaire de toutes les prises de position d'acteurs qui ont succédé à Houphouët-Boigny. Que ce soit le président Houphouët-Boigny, le président Bédié, le président Gbagbo et le président Ouattara aujourd'hui, c'est des acteurs qui, à un moment donné de leur vie, ont coopéré ensemble, ont collaboré, ont fait des fusions, ont fait des coalitions. Et ce qui a déterminé tout ça, c'est que la confiance a été totalement rompue entre eux. De sorte qu'aujourd'hui, le régime de Gbagbo Laurent, une fois qu'il était au pouvoir, avait été considéré comme une menace pour une partie du peuple de Côte d'Ivoire, une ethnie. Et donc cette conception-là a été
j'allais dire, développé dans l'esprit d'une partie du peuple de Côte d'Ivoire. Gbagbo est une menace. Il faut l'écarter. Il est contre les gens du Nord. C'est ce qui a été martelé. Et donc, cette peur qui a été construite dans l'esprit d'une partie du peuple de Côte d'Ivoire a abouti à la rébellion. Et quand on aboutit à la rébellion, qu'aujourd'hui, cette rébellion ça s'achève par la chute du régime Gbagbo Laurent, et que Gbagbo Laurent prend le pouvoir, tous ceux qui se sont reconnus en Gbagbo Laurent, et donc dans cette incarnation de Gbagbo Laurent et son système, se retrouvent aujourd'hui complètement exclus dans leur esprit du pouvoir en place. Et donc, aujourd'hui, le président Ouattara, parce qu'il a porté un combat dans lequel une partie du peuple de Côte d'Ivoire s'est reconnue, se retrouve comme une sorte de verrou pour protéger une partie de la Côte d'Ivoire. Quelles que soient les théories que vous pourrez développer, vous avez toujours une partie de la Côte d'Ivoire qui considère que tant que le RADP est au pouvoir, ils sont en liberté. Et que le jour où le RADP n'est pas au pouvoir, ils sont morts. Quand on arrive à ce contexte-là, le président qui est en place, même s'il a la vocation, il a la volonté de se retirer, à partir de cette entité qui a été construite là, toute son éthique derrière va construire la dynamique de la conservation du pouvoir le plus longtemps possible. Vous avez écouté la phrase de ministre de la Jeunesse récemment sur Jeune Afrique, disant qu'il travaille à structurer un parti qui va vivre jusqu'en pratiquement 2050. C'est ça. Donc, dans leur esprit, ce pouvoir-là, ils doivent le maintenir, y compris par tous les moyens, jusqu'en 2050. Et donc, aujourd'hui, le président Ouattara, de mon point de vue, est l'otage d'une construction idéale dans laquelle le pouvoir est considéré comme un moyen de protection d'une société, la société du Nord. Et par conséquent, on n'envisage pas qu'il quitte le pouvoir et tout doit être mis en œuvre pour qu'il continue à rester au pouvoir. Voilà comment moi je comprends cette situation aujourd'hui. Autrement, le président Ouattara était venu avec des ambitions très claires. Diriger un pays, organiser la société, au bout de 10 ans se retirer. Mais si aujourd'hui, en dehors de ce qu'il a dit, il est en train de construire la conservation du pouvoir pour 2, 3, 4 décennies, ça veut dire que on a compris qu'en maintenant les Ivoiriens peut-être divisés, ça permettait de conserver le pouvoir et par conséquent la réconciliation est un danger. À mon avis, c'est l'analyse qu'on doit faire. Et elle prend sa source dans toutes les trahisons que les acteurs politiques ivoiriens, les uns les autres, ont commises. Le président Ouattara à l'égard de Gbagbo, Gbagbo à l'égard du président Ouattara, président Ouattara à l'égard de Bédié, Bédié à l'égard du président Gbagbo, et ainsi de suite. Donc, ces trois grands-là ne peuvent en aucune manière, Bédié est parti, mais les deux qui sont restés ne peuvent en aucune manière travailler en confiance pour diriger ce pays-là. Ce qui va être pour nous une seule bouée de sauvetage, c'est la fin de ce cycle-là, que nous voyons peut-être en 2030 avec le retrait des derniers grands. Et à partir de ce moment-là, peut-être la recomposition de la classe politique qui va venir après 2030 va nous permettre demain de poser d'autres balises pour nos sociétés, la société ivoirienne. Vous avez fait un éclairage très succinct et j'étais très heureux de ce que vous avez pris le postulat depuis 1990 et j'avoue avoir eu un échange comme ça avec des Ivoiriens de la communauté ivoirienne de Nice et je leur ai dit pour comprendre justement la portée politique, il faut partir de 90. Ouais. Et lorsque vous avez commencé, j'étais là, je vous regardais parce que cette démarche cartésienne, elle est là pour éclairer et c'est le but au fait de cette interview et je m'en réjouis. C'est vrai que vous avez parlé de toutes les trahisons, on va y arriver, les trahisons partant de l'appel de Daoukro avec Bédié, le président Alassane Ouattara qui lui aussi a somme toute ont donné sa parole aussi à Guillaume Soro. On va arriver à tout cela. Mais selon vous, à cette étape de la traversée politique ivoirienne, avec tous ces leaders politiques, que faut-il pour sauver aujourd'hui la Côte d'Ivoire? Je pense que je vais utiliser une image, enfin pas une image, une pensée de Denis Diderot, qui est un penseur français, qui dit que la nature elle-même a fixé des limites à tout. Ça fait, vous l'avez dit. Et justement, moi, je l'ai analysé. Voilà. Vous l'avez dit, mais selon vous, cette nature, ce que la nature a fixé dans le cas ivoirien, ce serait quoi? La fin du cycle, ou ce serait quoi? Ou bien ce serait quelque chose de fatal? Ce serait que ceux qui ont incarné ce cycle qui a commencé depuis les années 90 vont atteindre leur niveau d'incompétence. C'est-à-dire à un niveau où il ne peut plus aller au-delà. Et c'est cela qui va être la fin du cycle. Mais on va prendre le cas du président Alassane Ouattara. Voilà. C'est vrai que là, je laisse un peu, on va dire, mon vimètre. Mais lorsqu'on prend le président Alassane Ouattara, on en parle chaque fois, on parle de cette fin des cycles, On a vu le président Bédié, malheureusement, qui a décédé. Le président Laurent Gbagbo, qui est à bout de force aujourd'hui, qui avait demandé à se retirer de la scène politique, qui est remis encore dans le chapeau par le PPACI. Mais pensez pas, vous, que le président Alassane Ouattara, en 15 ans tout de même,
a pu construire, en tout cas, des dauphins. Aujourd'hui, on voit le vice-premier ministre Téné Birahima, on voit d'autres leaders qui émergent au sein du RHDP. Est-ce que vous pensez que l'appareil du RHDP va s'essouffler à un moment donné? S'il avait pu construire vraiment des dauphins, tu avais une envergure nationale, après Abadougon et puis peut-être Ahmed Bakayoko, il n'en serait pas là. Moi, je considère que c'est parce qu'il n'a pas encore de dauphins qui est une envergure nationale qui continue de se maintenir là. Voilà, c'est cette mandature dans laquelle il est, et celle dont il va parler, je prends peut-être le cas d'un jeune frère qui disait ce matin qu'il a rêvé et qu'il verrait le président Alassane Ouattara au pouvoir encore en 2035. Parce que le président Alassane Ouattara, je l'ai dit tout à l'heure, pour certains, il a pris en otage le pouvoir, et les Ivoiriens en otage. Il est parti pour 2025, 2030, 2035. Peut-être s'assurer qu'il a un dauphin qui, lui, à sa suite, va pouvoir prendre. Est-ce qu'on n'est pas là d'un rêve où, aujourd'hui, vous, en tant que des leaders qui arrivez sur la scène, vous dites, OK, on est à la fin d'un cycle, mais est-ce que vous pensez que la fin de ce cycle-là ne va pas se définir dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Dans le cas actuel, pour que le président Ouattara soit dans l'échéance 2030-2035, il faut une nouvelle modification de la Constitution ivoirienne. Et il peut le faire, hein? Mais justement, il peut le faire. Mais en même temps, ça dénaturerait tout. Mais c'est déjà dénaturé. Non, j'arrive. C'est pour ça que je vous ai dit, qu'est-ce qu'il faut pour sauver la Côte d'Ivoire? J'arrive. Oui. Dans l'idée qu'il a laissée aux Ivoiriens, c'est que la Constitution de 2016 leur permet encore de faire 2 mandats. De la Deuxième République. La Troisième République. La Troisième République, bon. Enfin. C'est selon. Ils considèrent que en modifiant la Constitution en 2016, on est passé à une Troisième République. Donc, pour qu'il soit encore candidat en 2030 pour 2035, il faut peut-être aller à la 4e République. Donc, il faut faire un autre référendum qui va modifier pratiquement 80% de notre constitution pour y aller. En ce moment-là, s'effondrerait toute l'image qu'ils ont voulu laisser aux Ivoiriens, à savoir qu'ils respectent la constitution qui leur a permis de faire. Dans ce moment-là, ce sera une modification dans l'idée de faire un 5e mandat. Ce serait ça. Donc, moi, j'aime pas spéculer. On va considérer que ça s'arrête en 2030. Parce que son mandat finit en 2030. Et qu'au-delà de ça, il ne sera plus dans la course. Et c'est en ce moment-là que nous nous positionnons pour dire la nouvelle Côte d'Ivoire arrive. Parce que les héritiers qui vont venir à la fois du PPACI et du RADP, n'ayant pas la même histoire que le président Ouattara avec le peuple de Côte d'Ivoire, ou une partie du peuple de Côte d'Ivoire, n'ayant pas la même histoire que le président Gbagbo avec le peuple de Côte d'Ivoire, la seule chose qu'ils pourront mettre en œuvre, c'est leurs compétences intrinsèques. C'est leur capacité à parler autrement aux Ivoiriens. Parce que les éléments qui ont permis que le président Ouattara soit là aujourd'hui, la lutte pour l'identité des enfants du Nord, qu'il lui-même a incarné parce qu'il a été exclu du jeu politique, ce discours-là ne pourra pas prospérer au-delà de 2030. Téné Birahima, à mon avis, ou bien jusqu'à preuve du contraire, n'a pas un problème de nationalité. Les gens sont PPACI, jusqu'à preuve du contraire, n'ont pas un problème de nationalité. Même au PDCI Thiam, c'est vrai que son affaire de double nationalité a été, j'allais dire, instrumentalisée pour l'écarter. Après, aujourd'hui, il est pleinement dans sa nationalité ivoirienne. Donc, tous ceux qui vont venir du PDCI, du PPACI et du RADP n'auront pas ce boulet d'identité. À partir de ce moment-là, les problèmes réels des Ivoiriens vont être posés parce que personne ne pourra maintenant s'adosser sur une ethnie pour chercher à conquérir le pouvoir d'État. Et pour moi, ce sera à ce moment-là que la Côte d'Ivoire pourra se projeter. Vous parlez d'une modification de la Constitution et pourtant, d'aucuns pensent qu'on va vers un régime parlementaire, comme on a eu à le voir avec l'article 11 qui a permis au président Henri Konan Bédié de devenir président de la République. Et c'est ce qui a amené justement à voir aujourd'hui le vice-premier ministre Téné Birahima, voilà, aujourd'hui député éventuellement, voilà, qui pourrait demain être président de l'Assemblée nationale. On parle en tout cas de ce régime parlementaire. Est-ce que, vu qu'on parle quand même de supputation, qu'est-ce que vous pouvez dire de cela? C'est possible. Hein. Je pense que dans un contexte où un parti veut faire, 5 décennies au pouvoir, toutes les démarches sont possibles. Aujourd'hui, avec la majorité qu'ils ont à l'Assemblée et au Sénat, le RADP a tout le loisir, a toute la possibilité de modifier la Constitution et d'intégrer des articles qui ont été peut-être retirés pour modifier l'ordre de succession. Tout est possible, mais à partir du moment où l'idée n'est pas encore publique, moi je ne peux pas spéculer dessus. Pour aller toujours dans cette problématique de comment sauver la Côte d'Ivoire, moi je vais aller sur une perspective simple. Hein. Que faut-il aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour permettre, en tout cas, une égalité des chances, surtout pour certains Ivoiriens qui se sentent exclus du débat politique et des retombées financières de la croissance ivoirienne? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour ces Ivoiriens-là, qui se sentent exclus? En tout cas, c'est pas le système actuel qui va régler ce problème.
Moi, je considère que on ne pourrait pas s'en sortir si nous ne redéfinissions pas notre société. En fait, quel est le modèle de société dans lequel on vit? Cette société-là, elle promeut quoi comme valeur? Elle a promu l'ethnie, elle a promu le régionalisme, et on vit dans le régionalisme en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Les élections, qu'elles soient présidentielles et, j'allais dire même locales, ont un véritable ancrage ethnique. Quel que soit le projet que vous proposez, le premier réflexe des Ivoiriens, c'est l'ethnie, c'est la région. Et donc, cette société dans laquelle nous vivons, en réalité, n'a pas de colonne vertébrale morale. D'un tel système, quand un président arrive en place, il est finalement capté par son ethnie, capté par sa région, et finalement, il ne gère plus le pays pour tous les Ivoiriens. À mon avis, ce que nous devons faire, c'est d'aller à la rupture. Et la rupture ne peut pas être incarnée par ceux qui sont là aujourd'hui. Ni eux-mêmes, ni leurs héritiers. Parce qu'ils ont été tous fabriqués dans ce moule-là de la gestion du pouvoir pour l'intérêt d'un clan. Prenez le RADP qui est au pouvoir aujourd'hui. Depuis 2015, 2011 qu'ils sont au pouvoir. Et ils ne font pas ce qu'on appelle la compétence aveugle. C'est-à-dire un pays qui considère qu'il a beaucoup de compétences et que pour régler les problèmes structurels du pays, il faut des compétences sans qu'on tienne compte de leur ethnie, qu'on tienne compte de leur région, ni de leur appartenance politique. Vous voyez que le RADP ne gouverne qu'avec le RADP. Ils ne prendront pas de compétences pour la promouvoir à un poste de responsabilité tant qu'elle n'a pas fait allégeance au RADP. Dans un tel système, vous vous coupez de toutes les ressources humaines du pays. Vous ne gouvernez qu'avec vos amis, avec vos militants. Et quand c'est comme ça, on ne peut faire que du surplace. On a l'impression que le président devient l'élément central de la gouvernance, au point où personne ne peut faire 2 phrases sans citer le nom du président. C'est une république qui ne fonctionne pas. Donc il faut aller à la rupture pour que chaque Ivoirien, depuis même la carte de CP1, comprenne que ce qu'on va lui demander, en réalité, c'est sa compétence. Et qu'on ne tiendrait pas compte de son appartenance politique, on ne tiendrait pas compte de son origine sociale ni ethnique. Aujourd'hui, quand vous posez un problème qui concerne les Ivoiriens, sur les réseaux sociaux, vous avez la cartographie des réactions des Ivoiriens. Quand on est du RADP, on est dans le déni systématique. J'ai révélé il y a quelques jours que au niveau de la collectivité, sur 2 exercices, 50 milliards manquent à l'appel. Tout à fait. Mais tous ceux qui sont RADP, quand ils viennent réagir à ça, c'est les insultes. Ils considèrent qu'on n'a même pas parlé de ça, que celui qui en parle, c'est le thème qu'ils utilisent, c'est un populiste, alors que c'est des faits. C'est 50 milliards qui manquent. C'est autant d'écoles, autant de centres de santé, c'est autant d'apports d'eau potable dans les villages qui manquent. 50 milliards. Quand je parlais des ministres-gouverneurs, c'est depuis 2021 que je parle de cette affaire des ministres-gouverneurs, que je dis que c'est inutile, ça n'apportera rien au pays. Mais chaque fois, on m'a opposé l'insulte. Parce qu'on considère que le président ne peut pas se tromper. Dans nos systèmes à nous, nos dirigeants ne peuvent pas se tromper. Ce sont des surhommes. Et donc, quand ils prennent une décision, on n'a pas à les critiquer sans tomber sous le coup de l'insulte. Mais 5 ans plus tard, on en est où? Ces ministres-gouverneurs ont été, j'allais dire, dissous, entre guillemets, par un décret qui a été pris récemment. Mais entre-temps, combien on a perdu comme agent? 60 milliards. Et ces 60 milliards ont été prélevés sur la dotation des collectivités pour faire fonctionner des structures qui n'apportaient strictement rien aux Ivoiriens. Mais si on écoutait les autres et que depuis 2021 ou on en parle 2022, qu'on a dit ce n'est pas bon, il faut supprimer, on aurait économisé près de 40 milliards. Vous voyez? Donc, on est dans une société qui est aujourd'hui segmentée et les acteurs politiques y ont travaillé. La société ivoirienne aujourd'hui ne forme plus une nation. Houphouët-Boigny avait ce projet dans son programme. Construire une nation. Une nation est maintenue en vie parce qu'on appelle le sentiment d'appartenance à une cause commune. Tout à fait. Vision de développement. On travaille ensemble, toutes les énergies se fédèrent pour atteindre l'objectif. Mais les acteurs politiques ivoiriens ont compris qu'en travaillant dans la construction de la nation, ils allaient s'affaiblir. Parce que les Ivoiriens se projetteraient au-delà des ethnies et auraient des choix rationnels. Et donc on a conçu un système dans lequel aujourd'hui les Ivoiriens se reconnaissent d'abord en des individus avant de se reconnaître dans leur état. Donc, nous n'avons plus un peuple, nous avons plusieurs peuples en Côte d'Ivoire. On a un peuple politique qui s'identifie au président Ouattara. On a un peuple politique qui s'identifie au président
Laurent Gbagbo, on a un peuple politique qui s'identifie au président Thiam, avant lui, au président Bétier. Donc, dans une telle société, les problématiques qui touchent à tous les Ivoiriens n'ont plus de sens puisque elles sont analysées à l'aune de l'appartenance ethnique. Tout à fait. Et derrière le leader dans lequel on se trouve. Malheureusement. Quand on est dans ça, le pays est foutu. Donc, il faut raser tout ça avec un nouveau leadership non impliqué dans le drame ivoirien. Et tu vas poser la nation. Tu vas poser des choses fortes, comme construire une dynamique qui intéresse tout le monde. Chers frères, on est arrivé à un stade où, aujourd'hui, on ne peut que faire du surplace. Puisque l'esprit qui est dans le pays, c'est conservation du pouvoir à tous les prix. Dans une telle dynamique, vous avez toute une partie du peuple qui ne se reconnaît pas dans ce qui est fait et qui, entre guillemets, rêve d'une chute brutale. Et puis vous avez une autre partie du peuple qui se donne les moyens d'aller jusqu'à pétitionner les esprits des autres parties des Ivoiriens pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent s'ils ne sont pas en train de fomenter un coup d'État. Quand on a cette dynamique-là, la liberté s'effondre, tout le monde a peur, et au lieu de construire la stabilité sur les institutions, on la construit sous la peur et l'intimidation. Voilà le schéma. Merci de nous éclairer, hein. Merci de nous éclairer, honorable. Merci de nous éclairer, chers confrères, chers grands frères, journalistes indépendants. Ça me réjouit d'autant plus que, on va dire, c'est cette troisième voie, malheureusement, souvent dans les débats politiques ivoiriens, parce que tous les débats sont faits sous le prisme ou à l'aune des accointances politiques, malheureusement. Dans votre démarche argumentative tout à l'heure, lorsque je vous ai posé la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché en Côte d'Ivoire? Vous êtes parti de 1990. Et tout à l'heure, lorsque vous étiez en train d'expliquer, faire cet exposé, en tout cas que moi j'ai pris plaisir à suivre, et j'espère que ceux qui vont suivre cette interview vont prendre plaisir à suivre cet exposé, c'est-à-dire dire aujourd'hui, malheureusement, le RHDP gouverne avec le RHDP. Est-ce que c'est pas cette erreur, malheureusement, que le président Laurent Gbagbo a eu à faire lorsqu'il a été attaqué en 2002? De gouverner avec les autres factions politiques, même si quelque part, plus ou moins, il a fait de la résistance chaque fois, mais il était obligé après d'avoir un gouvernement d'union. Oui, mais vous savez que moi, je ne considère pas le RDR comme un parti qui est au pouvoir depuis 2011. C'est ça. Moi, je considère le RDR comme un parti qui est au pouvoir depuis 2003. Dans le contexte qui a été le nôtre, après la grave crise qui a commencé en 2002, la République s'est effondrée. C'est ça. En réalité, le régime FPI, c'est 2 ans. Après ça, la République s'est effondrée. Toutes les valeurs républicaines se sont effondrées. On a un pays maintenant qui était dirigé pour essayer de gagner du temps et donc de faire tous les bricolages possibles pour avoir la paix. Et par conséquent, le président Gbagbo Laurent a gouverné avec tous ses opposants, qui avait même en termes numériques plus de représentants au gouvernement que lui. Dans une telle dynamique, on ne gouverne plus pour le peuple, on gouverne pour les acteurs politiques qui ont compris que par cette fracture-là, il y avait possibilité de prendre le pouvoir à tout moment. Donc, dans un tel schéma, on ne peut pas reprocher au régime en place de n'avoir pas fait ceci ou cela, puisque on était dans une sorte de coup d'État permanent. La rébellion n'a pas été montée pour que Gbagbo reste au pouvoir. Quels que soient les accords qu'on devait faire, ça devait aboutir par la chute de Gbagbo Laurent. Donc, dans une telle dynamique mortifère, les ministres, la société elle-même se replie sur elle-même, tout le monde devient méfiant les uns les autres. Donc, on a déconstruit le sentiment d'appartenance. Et quand c'est comme ça, on ne pouvait aboutir qu'au résultat Gbagbo Laurent connu. Il n'a pas gouverné, il a géré les émotions, il a géré le surplace, il a géré la conservation au jour le jour du pouvoir. Mais est-ce que le président Laurent Gbagbo lui-même avait conscience que tout était mis en place pour l'éjecter? Est-ce qu'il avait conscience de ça? Je pense qu'il avait conscience et qu'il a trouvé les moyens de gagner du temps. En réalité, on peut lui reprocher de n'avoir pas été vigilant. Parce que quand on met un président, on élit un président, je peux même dire que de tous les présidents ivoiriens, le président Gbagbo Laurent est celui qui, à son arrivée au pouvoir, a fait le plus rêver les Ivoiriens. Par son parcours, par son combat, par les acquis politiques qu'il a obtenus avant d'arriver au pouvoir. Et donc, quand ils arrivent au pouvoir, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est très important que les acteurs politiques apprennent à gouverner. D'accord? Et que le radicalisme en matière politique n'est pas toujours payant. Il faut, à un moment donné, qu'il y a des ouvertures, il faut profiter. Gérer des collectivités, gérer des régions, ainsi de suite. Ça permet d'avoir une certaine compétence
puisqu'on gère au quotidien des êtres humains, et puis après on peut le déployer au niveau national. Ils n'ont pas eu ce parcours-là. Ils ont été dans l'opposition pratiquement radicale, on ne veut pas gouverner le PDCI, ainsi de suite. Et quand le pouvoir arrive dans le contexte dans lequel il est arrivé en Côte d'Ivoire, à la suite d'un coup d'État, et donc il y a une rupture violente de la succession, le président Gbagbo arrive dans un contexte où, le jour de son élection, il y a 300 morts. Donc le pouvoir est pris déjà dans le sang. La porte est ouverte donc à la fragilité de la société. Et donc, quand il arrive au pouvoir, dans un contexte où des coups d'État, tentatives de coups d'État étaient répétitifs, ce qu'il avait à faire, c'est de se donner les moyens d'avoir des alliés, de construire une sécurité assez forte et de mettre à la place qu'il faut des gens qui sont là pour faire le travail pour les Ivoiriens. Ça a été leur péché. Ils ont négligé l'aspect sécurité. Ils n'ont pas pris très au sérieux les informations qui étaient données par ceux qui les aimaient. Et puis bon, ce qui devait arriver est arrivé. Mais une fois que c'est arrivé, le génie politique est sorti pour gagner du temps. Et donc, il a organisé les séminaires, les rencontres à travers l'Afrique. Ça a permis de gagner du temps et de maintenir l'État debout. Et je pense que son plus grand succès, c'est d'avoir pu quand même, dans cette situation-là, maintenir l'État debout. Parce que d'autres pays qui ont connu ce genre de crise, moins graves, se sont effondrés. Et donc, là-dessus, on peut mettre ça à son crédit d'avoir maintenu l'État debout, malgré tout ça, pendant 10 ans. On va en arriver aux différents leaders politiques ivoiriens, mais on va s'intéresser à vous. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui à ceux qui pensent vous stigmatiser en vous traitant de mauvais perdants après les élections législatives à Tiasalé? Ou mais il peut y avoir aussi des mauvais vainqueurs, non? Non, j'entends parce que... Je comprends. Voilà. Mais qu'est-ce que vous pensez de ces personnes-là? Parce que je sais que là, on vous taxe de mauvais perdants et c'est une manière, quelque part, pour moi, de vous stigmatiser. Moi, qu'est-ce que vous pensez de ces personnes? Parce que c'est vrai que lorsque vous avez fait tout à l'heure l'état des lieux par rapport aux différents partisans, j'ai pu comprendre, mais je veux vous parler là, on parle maintenant du leader politique que vous êtes. Déjà, cette première question, qu'est-ce que vous pensez de ces personnes-là qui pensent ainsi? Écoutez, vous stigmatisez un peu. Moi je pense que ils sont profondément de mauvaise foi. Moi j'aurais pu intégrer le RADP. Ce ne sont pas les occasions qui ont manqué. Aujourd'hui, pour être en paix, pour être en sécurité, il faut aller au RADP. Beaucoup d'élus indépendants sont partis au RADP pour avoir la paix. J'aurais pu aussi aller au RADP. Peut-être que j'aurais obtenu une nomination à un poste de responsabilité avec, j'allais dire, le niveau politique qui est le mien aujourd'hui. Mais j'ai fait le choix de ne pas aller dans ce parti-là parce que je considère qu'on ne peut pas tous appartenir au système. Si nous éteignons toutes les voix qui peuvent prendre la parole et qu'on gouverne, j'allais dire, à vue, on est tous en danger. Donc il faut bien qu'il y ait des individus qui restent en dehors de la machine pour dire attention, ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Et donc, c'est important que d'autres restent en dehors de la machine. Alors donc, moi, nous sommes pour construire une société de confiance, une société de valeurs, dans laquelle ce qui est juste doit être défendu, dans laquelle la vérité doit primer, et où on n'enseigne pas le mensonge parce qu'il nous profite. Qu'est-ce qui coûte aux gens de dire Assalé Timokou considère qu'il a gagné les élections, il dit qu'il a les preuves de sa victoire, qu'est-ce qui leur coûte de le confronter? Confrontez-le. Il ne peut pas avoir 2 procès-verbaux dans une élection. Il y a forcément un qui ment. Si c'est moi qui mens, mais qu'on me mette en demeure de prouver que je ne mens pas. Alors, on me dit non, le Conseil constitutionnel a rendu la décision, faut passer, c'est fini. Non. Le Conseil constitutionnel est un organe politique qui gère le contentieux. C'est pas parce que une décision a été rendue que ça annule la vérité. C'est pas parce qu'un tribunal refuse la vérité qu'elle n'est plus la vérité. Moi, je dis, à Tiasalé, le RADP n'a pas gagné les élections. Je le dis, je le réaffirme et je l'affirme encore. Parfait. Et donc, je vais t'aller dessus. J'ai les preuves que ce qui a été fait est une falsification des résultats. Et qu'en dehors des urnes, la CEI locale, avec son président, ont fabriqué de faux PV à partir desquels ils ont proclamé un résultat qui a été finalement entériné par la CEI centrale. C'est du faux. Aujourd'hui, ce que j'attends, c'est que le Conseil constitutionnel vide son délibéré. Ils ont pris une décision, on m'a dit que je suis mal fondé. Je ne sais pas l'argumentaire qui a abouti à cette conclusion. Donc on attend que cette décision soit mise à la disposition de mes avocats. Et à partir de cette décision-là, on va l'opposer à l'argumentaire de mes avocats. Et dans le livre que je vais sortir bientôt, tout cela dedans.
Et chaque Ivoirien pourra voir... C'est une voir... exclusivité, ça. Le livre, le titre, ce sera quoi? 1356, la vérité sur un braquage électoral. Merci pour l'exclu. J'ai gagné les élections de 1356 voix d'écart. Personne ne peut démontrer le contraire. Et donc ce livre va sortir, mais j'attends que le Conseil constitutionnel sorte sa décision et j'allais publier la décision, publier l'argumentaire juridique des avocats, et puis bon, chaque Ivoirien pourra, en lisant le livre, faire son opinion. Moi, je vais mettre les 127 PV des 127 bureaux de vote. Chacun pourra prendre sa machine, faire le calcul, et puis bon, on verra qui a gagné l'élection. Donc, je ne suis pas un mauvais perdant. En tant que républicain, j'ai pris acte de la décision du Conseil constitutionnel qui intervient en aval. Moi, je parle de ce qui s'est passé en amont. Toute la fraude qui a été organisée pour aboutir à la décision en aval. C'est de ça que je parle. Donc, je dis, j'ai gagné les élections. J'ai pris acte de la décision du Conseil constitutionnel, mais pour l'histoire, la vérité sera documentée et elle sera mise à la disposition de nos enfants pour ne pas que le faux prospère. C'est tout. On va y arriver. Cette question allait venir un peu dans le cours de cette interview, mais je vous la pose maintenant. Vous avez dit tout à l'heure que j'aurais pu, en tout cas, intégrer le RHDP pour avoir la paix. Vu qu'on est dans un mélange de genres en Côte d'Ivoire, malheureusement, on voit les vice-premiers ministres, on voit les ministres-gouverneurs qui, après, sont déchus, enfin, avec un arrêté qu'on rend pas public. Si aujourd'hui, on vous proposait d'être ministre des Affaires parlementaires dans le gouvernement du RHDP, est-ce que vous accepteriez? Non. Aujourd'hui, je ne veux pas rentrer dans un gouvernement. Le temps ne s'y prête pas, l'histoire ne s'y prête pas, mon parcours ne s'y prête pas. Et donc, quelles que soient les propositions qui pourraient m'être faites, je ne rentrerai pas dans un gouvernement. Je vais encore plus loin. Et s'il s'agissait d'entrer dans le gouvernement, dans le cadre d'un gouvernement d'union, où aujourd'hui le président Alassane Ouattara s'assoit pour dire, bon, là j'ai pris maintenant la pleine mesure de tout ce qui se dit dans le pays, je vais essayer de faire une ouverture tout de même, nommer un premier ministre, on va dire, de la société civile, faire un gouvernement d'union où on a tous les représentants de tous les partis politiques, et vous, Assalé Tchimoko, on vous fait appel pour être ministre dans ce gouvernement. Le RHDP ne fera jamais de gouvernement d'union. Non, on est dans une fiction. Donc on spécule. Tout à fait. Voilà. Dans cette spéculation, justement, est-ce que si on est dans le cadre d'un gouvernement d'union, est-ce que vous accepteriez tout de même de rentrer dans un tel gouvernement? Un gouvernement d'union est toujours consécutif à une crise politique ou de quelque nature. Non, on en arrive au cas où le président Alassane Ouattara lui-même dit, bon, j'ai tout entendu, parce que ce qui manque aujourd'hui tout de même, c'est aussi quand même, on va dire, de pouvoir apaiser. Apaiser aujourd'hui, c'est d'appeler tous les partis politiques à fédérer, à comprendre un peu les enjeux et avoir voix, parce que mine de rien, on écarte les leaders politiques comme on a vu aux élections présidentielles. On s'est dit aujourd'hui, il faut quand même intégrer toutes ces personnalités, de toutes ces obédiences politiques, de sorte à parler d'une seule voix, d'autant plus que certains Ivoiriens se réclament aussi en leurs idéaux. Si on était dans une telle fiction, tout de même, est-ce que vous, si on vous demandait d'être ministre dans un tel gouvernement d'union, est-ce que vous acceptez? En ce moment, on avisera. Et en fonction des missions qui seront assignées à ce gouvernement d'union, on avisera. Mais on est dans la fiction. Parfait. Lorsqu'on est victime d'injustice, comme c'est votre cas, parce que vous avez parlé du cas de Thié Salé, comment est-ce que vous vous sentez lorsque vous êtes couché, lorsque vous pensez à la Côte d'Ivoire, comment vous vous sentez de votre âme la plus profonde? Non, en fait, je suis malheureux, pas pour moi-même particulièrement, parce que on n'est pas avec un poste de député ou de maire. Ce dont je suis malheureux, c'est cette démarche de déconstruction au quotidien de la société, où les valeurs sont piétinées objectivement, où on considère que le faux doit primer, où on considère que l'injustice est une valeur. Attendez, ce régime RHDP qui est la connotation RDR originelle a construit toute sa dynamique sur la lutte contre l'injustice. C'est ce qui a fait leur force. Combattre les injustices, combattre pour la vérité. Et aujourd'hui que ce régime en soi a tourné la tête devant des gens qui crient à l'injustice, pour moi c'est un drame. Et donc, je regarde ça, je regarde, j'allais dire, le cheminement que ce parti prend, qui est une sorte de contre-courant parfait de ce qui a fait leur force. Je me dis, le pouvoir est peut-être maudit. Pourquoi on peut autant décliner devant des questions de justice? Et donc, moi, je regarde ça. Je me dis, Dieu m'a fait la bénédiction d'être capable de faire mes propres réflexions, d'assumer une vision, de la déployer et de parler dans le pays pour essayer de construire une nouvelle dynamique. Et donc, ces événements-là, comme ce qu'on a vu Thié Salé, pour moi, sont du carburant qui permettent d'alimenter mon engagement politique. Et qui me met dans la conviction que ce combat-là, on doit le mener. Parce que vous imaginez une société dans laquelle quelqu'un peut dépenser des millions, faire une campagne, gagner une élection,
et puis des individus vont s'asseoir dans un bureau, fabriquer des résultats, les faire proclamer. Demain, ça va aboutir à quoi? Ça va aboutir à la désaxation totalement de la société. Et ça va aboutir à des crises graves. On déconstruit la confiance du peuple dans l'institution. Si quelqu'un peut fabriquer son résultat et le faire admettre, il n'y a plus d'élection. En ce moment, on doit prendre un décret pour nommer les maires et nommer les députés, et puis on fait des économies pour le pays. C'est ça la réflexion que j'ai fait. Et donc, je pense que tout ça va me conduire à renforcer mes convictions et à me battre pour demain. Parce que je ne vais pas laisser mes enfants dans une société où demain leur mérite sera méprisé, alors que c'est eux qui doivent être au poste de responsabilité. Pour parler de combat, vous allez vous battre jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on ait le pouvoir d'État en main. Le RADP a mis 16 ans pour être au pouvoir. Babou Laurent s'est battu pendant presque 30 ans pour avoir le pouvoir d'État. C'est un cheminement qui est long, qui est douloureux. Il y a tous les accidents dedans. On peut aller en prison, on peut même perdre sa vie dedans. Mais pour le pays, on doit se battre. Autrement, chacun se retrouverait en danger. Et donc, nous allons nous battre. On va assumer les conséquences de nos actions en essayant de faire en sorte que nous ne tombions pas dans les projets de déstabilisation, mais de porter un combat de reconstruction de la conscience des Ivoiriens, mener un combat citoyen, former les jeunes pour que demain, ils comprennent les enjeux et fassent les meilleurs choix. On ne peut pas continuer comme ça dans un pays où les ressources peuvent être accaparées par une coterie. Et puis bon, on doit acclamer les gens. Quand on fait une campagne que des fonctionnaires viennent dépenser 300 millions, 400 millions dans une campagne électorale locale, ça devrait pouvoir être un scandale dans le pays. Tous les Ivoiriens de quelque bord qu'ils soient devaient être choqués. Quand on voit des écoles, il n'y a pas de bancs, il n'y a pas de craie pour écrire au tableau, il n'y a pas de toiture. Et puis des fonctionnaires peuvent se permettre de dépenser 400 millions dans une élection. Et puis bon, on acclame ça. On considère que c'est eux qui sont les entre guillemets babatiers dans le pays. Et c'est eux qu'on doit promouvoir. Les faux modèles vont détruire la Côte d'Ivoire. Il faut que les jeunes de Côte d'Ivoire, qui sont majoritaires aujourd'hui, qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont cette chance immense d'être connectés au monde entier, et qui voient ce qui se fait ailleurs, prennent conscience que si on continue comme ça, ça va être toujours un petit clan qui va profiter. Et la majorité va vivre dans l'insécurité économique et financière. Et par conséquent, on doit tous prendre conscience et porter ces combats-là. Le pouvoir qui est en place n'est pas un pouvoir qui s'appartient à lui-même. Il est là pour servir les Ivoiriens. Il est là pour être à la recherche de solutions aux problèmes des Ivoiriens. Donc, on ne doit pas voir en celui qui critique un ennemi. On en est là aujourd'hui. Nos militants du RADP, pour la plupart, considèrent tous ceux qui ne sont pas RADP aujourd'hui comme des ennemis. Et que c'est des gens qu'on doit éteindre. Quand on a dit que j'ai pas gagné les élections à Tessalé, j'ai vu les publications. Maintenant c'est prêt, il n'a plus d'immunité, la MACA l'attend. Aujourd'hui, beaucoup rêvent de me voir en prison parce que je gêne par mes prises de position. Oui, mais on n'est pas au pouvoir, hein. On est dans l'opposition. Et l'opposition, son rôle, c'est de critiquer, c'est d'orienter, c'est de dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. C'est ce que nous faisons. Et donc nous allons continuer à mener ce combat-là jusqu'à ce que demain les Ivoiriens comprennent majoritairement que ce chemin qu'on a pris ne peut conduire que dans le mur. Et qu'il faut faire marche arrière pour prendre nos chemins, qui est aller à la rupture et redéfinir la société. Vous m'arrachez pratiquement les mots à la bouche parce que vous avez utilisé deux thèmes de la même sémantique, parlant de prison, de MACA. Malheureusement, justement, lorsque vous étiez en train de justifier, on va dire, cette cabale pour vous voir éliminer, on va dire, au niveau des Tiassalé, vous avez dit, il y a un membre du gouvernement qui a appelé le préfet et qui a demandé, lorsqu'il a donné des ordres, après, tout s'est enchaîné. Justement, est-ce que vous n'avez pas peur, après ce voyage en France, de vous voir arrêté pour, dit-on, peut-être diffamation, outrage, menace de la sécurité sociale et de la société, de la sécurité? Est-ce que vous n'avez pas peur de vous voir arrêté? Je pense qu'en tant que journaliste d'investigation, donc professionnel de la presse écrite et en ligne, mes prises de parole ont des balises. Mes prises de parole ont des lignes rouges. Raisonner, faire un développement, analyser, est totalement autorisé. Ce qui n'est pas autorisé, c'est de diffamer. Or, la diffamation, dans son essence, est une affirmation qui n'est pas documentée. C'est une affirmation qu'on ne peut pas prouver. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas fait d'affirmation que je ne peux pas prouver. Tout ce que j'ai dit, je peux documenter. Et dans cet appel du ministre au préfet, vous avez dit dans une interview que vous avez enregistré, et je sais pas quoi. Le ministre qui a appelé le préfet, je connais son nom, je sais comment il a procédé, et je peux le prouver. Et quand je vais l'écrire, il va voir comment ça va se passer. Bah, justement, et si justement, c'est là où ce ministre-là se sent diffamé plus ou moins, et qu'on sait on n'a pas connu son nom, comment il peut être diffamé? Non, c'est ce que je dis. Lorsque vous
parce que là, je suis encore dans ma fiction de savoir Ouais. que vous rentrez demain en Côte d'Ivoire, on vous arrête. Vous avez insinué qu'il y a un ministre qui a appelé un préfet et donc on veut vous entendre là-dessus. Et qu'après, suite à peut-être un simulacre, on va dire, d'interrogatoire, vous voyez arrêter avec en tout cas des anathèmes Non, comme diffamation et autres. Est-ce que vous n'avez pas peur en tout cas de vous voir on ne peut arrêter? pas m'arrêter sur cette base-là. Voilà. Qu'on dise que j'ai dit que le préfet a reçu un coup de fil de la part des membres du gouvernement. Oui, il a reçu un coup de fil de la part des membres du gouvernement. Mais si c'est donc, pas sur cette voilà, base, est-ce que voilà. dans une logique de vouloir vous priver de liberté, de vous priver de prise de parole, est-ce que dans une logique comme ça, est-ce que vous n'avez pas peur tout de même de vous voir Non, arrêter? moi, j'ai pas peur. Et puis bon, écoutez, lorsqu'on s'engage en politique, on est prêt à assumer des choses. C'est pour ça que je peux pas comprendre qu'on dise qu'on fait la politique et puis bon, on a peur que ces choses arrivent. On est dans les pays, j'allais dire, où il fait chaud. D'accord? Où le droit peut chauffer. Où les lois peuvent être surchauffées. Hein. Voilà. Et quand les lois surchauffent, elles s'orientent partout. Donc quand on est dans des pays comme le nôtre, on doit s'attendre à ça. On peut vous arrêter pour n'importe quoi en Côte d'Ivoire. En Afrique, en général. Et donc, quand on est engagé en politique, on doit être en capacité de s'attendre à ce que, à tout moment, on puisse être arrêté. Mais en même temps, cela ne doit pas nous faire faillir dans la trajectoire qu'on a choisie de faire de la politique, de défendre la cause du peuple et de faire en sorte que les choses changent. Aujourd'hui, on peut même dire dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, je suis l'un des acteurs politiques qui, sans avoir d'appareil d'État, a mené des combats qui ont eu un véritable impact sur la vie des Ivoiriens. Quand on prend la réforme que j'ai faite au niveau des COGES dans ma commune, qui a été finalement nationalisée, ça a eu un impact sur la vie des gens. Quand je mène le combat sur le foncier, ça aboutit à des prises de décision au niveau judiciaire. Quand je mène le combat sur les connexions Internet, ça a eu un effet avec d'autres Ivoiriens, ça a eu un impact. Donc, quand on voit que les combats qu'on mène peuvent avoir un impact sur la vie des gens, on doit continuer. M'arrêter pour me mettre en prison, bon, d'ailleurs je connais la musique, donc la maca, on peut pas me frayer avec ça en fait. Voilà, donc à tout moment on peut s'attendre à ce qu'on aille en prison. On dirige des collectivités où on peut vous opposer n'importe quelle infraction chaque jour, donc pour aller en prison, on est au quotidien, j'allais dire sur une ligne de crête quoi, on est sur le fil de la lame. Voilà, à tout moment ça peut arriver, mais il faut prendre le soin. Et je l'enseigne à tous les membres de ADCI. J'étais à Nantes avec les jeunes de délégation régionale. Je leur ai toujours dit, ADCI, notre colonne vertébrale, c'est de ne pas affirmer quelque chose qu'on ne puisse pas documenter. On ne fait pas de déclaration à l'emporte-pièce à ADCI. Nous parlons des Ivoiriens. Quand on a même fait une déclaration à ADCI, le journaliste que je suis fait d'abord une enquête en amont, avant que par derrière, le mouvement ne vienne faire sa déclaration, qui est basé sur les informations que j'ai mises à leur disposition. Donc, on reste sur cette ligne de crête-là et on pense que on n'irait pas en prison pour ça. Mais à tout moment, ça peut arriver. Donc, on est psychologiquement préparé à ça. Et donc, au contraire, même en Afrique, très souvent, quand tu vas en prison, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver. Parce que souvent, on est plus en sécurité en prison que dehors. Lorsque vous pensez justement à la marche de la Côte d'Ivoire telle qu'elle est à ce jour, hein, avec le président Alassane Ouattara, qui ne fait aucune ouverture, en tout cas ni à ses opposants, ni encore à la société civile, qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous-même? Mais je pense que au moins on peut lui reconnaître ça au président Ouattara, d'être logique avec lui-même. Il dit il croit pas dans le gouvernement de l'Union nationale. Il croit pas dans le gouvernement d'ouverture. Au moins on peut lui reconnaître ça. Donc il a pris le pouvoir. Et il le gouverne avec son équipe. Non, outre la gouvernance, même le fait d'écarter des leaders politiques, comme on l'a vu récemment avec les élections présidentielles, où vous, c'est vrai, vous avez stigmatisé cette manière de faire sur plusieurs plateaux, je vais pas revenir là-dessus, de savoir, et même vous avez dit quelque chose qui était plus ou moins un peu réducteur, mais qui était une chose qui était révélatrice d'une certaine vérité, de savoir que vous, on vous dénie des parrainages alors qu'on les donne à Henriette Lagou, tout de même par rapport à votre implantation nationale, et vous l'avez dit, dans toutes les contrées où vous êtes passé, vous n'avez vu aucun représentant, encore moins de Henriette Lagou, encore elle-même en train de collecter des parrainages, mais on lui a donné cela. Lorsqu'on voit toutes ces manières de faire et qui arrivent à éliminer des leaders potentiels véritables de grands partis comme Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo, vous autres, Vincent Tobiri et bien d'autres, lorsqu'on voit cette marche-là, où il n'y a aucune ouverture, je ne parle même pas d'ouverture en termes de gouvernance, mais où on ne permet même pas cette cohésion nationale, de sorte à avoir des leaders d'opinion, des leaders politiques participer au jeu démocratique,
Lorsque vous voyez toute cette marche, qu'est-ce que vous pensez? Non, enfin, effectivement, ce que vous avez dit est assez intéressant parce que, pour ce qui concerne Ariel Lagou, effectivement, ce que j'ai dit est un peu réducteur. Voilà. Avec tout, je me suis pris beaucoup de coups après cette sortie, de la part même des féministes, même d'autres. J'ai vu, mais c'était un révélateur quand même d'une certaine vérité aussi. Mais bon, en fait, c'est une vérité que j'avais voulu dire. Donc, là-dessus, je m'excuse un peu. Alors, sur les décisions rendues par le Conseil constitutionnel, en rapport aux candidatures, sur la question de Thiam, c'était une décision logique. À partir du moment où, quelques temps plus tôt, avant la décision du Conseil constitutionnel, il avait été, sa nationalité avait été annulée par une décision judiciaire. Donc, conséquence de cela, il ne pouvait pas être sur la liste des candidats. Le président Gbagbo Laurent aussi, on savait tous qu'il était condamné à 20 ans de prison et que lui aussi n'était pas sur... Bien que gracié, la condamnation demeurait encore dans son casier judiciaire et par conséquent, lui aussi ne pouvait pas être, retenu par le Conseil constitutionnel. Donc, ça semble logique. Et puis, il y a d'autres candidats comme nous autres qui ont été éliminés sur le principe de parrainage non conforme. À moi, on a opposé le fait que j'aurais fourni 11 453 parrainages dont le carte d'identité était faux, je crois. Le numéro de carte d'identité n'était pas bon. Et donc, c'est sur cette base-là que nous autres avons été éliminés. Ce que nous avons après dénoncé, c'est le fait qu'on n'ait pas de possibilité de comprendre comment cela s'est fait, de quoi on parle quand on parle de faux numéro de carte d'identité, pour que pour 2030, si le parrainage est encore en vigueur, on sache comment nous prendre. Parce qu'on me dit c'est des faux numéros de carte d'identité. Est-ce que ce sont les prospects qu'on a allé chercher qui ont fourni de faux documents, ou bien ce sont nos éléments qui ont fait la transcription, qui ont fait de fausses transcriptions? Il faut qu'on ait une visibilité là-dessus. Mais on n'a pas d'éléments qui nous permettent d'apprécier objectivement ce dont on parle quand on parle de faux numéros de carte d'identité. Et ça, c'est une fragilité pour le système électoral de notre pays. Je l'entends bien. Lorsque vous donnez les raisons qui ont amené les candidatures des présidents Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, on va dire être invalidées quelque part. Donc, c'est dire que quelque part, on fait un faux procès au président Alassane Ouattara, somme toute d'avoir éliminé des candidats, des adversaires sérieux. On lui fait un faux procès quelque part? Oui, mais pour comprendre la chose, il faut intégrer les décisions qui ont été prises en amont avant la décision du Conseil constitutionnel. Le président Gbagbo Laurent, depuis qu'il a été condamné, a toujours contesté cette condamnation, en la considérant comme étant politique. En 2010, le président Gbagbo avait pris un décret spécial au fait du président Ouattara un candidat. C'est ça. Donc, pour ça, c'était dans l'esprit de la décrispation du paysage politique pour ramener la paix dans le pays. Il avait pris une décision spéciale. Parce que le Conseil constitutionnel, la Côte d'Ivoire, avait déjà rendu une décision qui éliminait le président Ouattara. Et donc, cette décision étant devenue définitive et irrévocable, le président Ouattara ne peut pas être candidat. Mais Gbagbo a pris un décret pour faire de lui un candidat. On a considéré que dans la même veine, dans le même contexte, l'ascenseur aurait pu lui être retourné et que le président Ouattara pouvait prendre un décret pour faire de M. Gbagbo un candidat aussi. Ou bien même prendre une loi d'amnistie pour effacer la condamnation qui pèse sur lui. Vous vous rendez compte, M. Gbagbo Laurent va finir sa carrière politique, sauf changement, avec cette infamie qui est la condamnation qui est sur sa tête. Avec tout le combat qu'il a mené pour la Côte d'Ivoire, il va terminer sa carrière politique, sauf changement, avec une condamnation sur sa tête, qui est une vraie infamie. Donc, il n'est même pas sur la liste des droits. Donc, tous ses droits civiques lui ont été retirés. Et d'ici demain, je ne le souhaite pas, mais il peut nous quitter avec cette condamnation, avec ses droits civiques qui lui ont été retirés définitivement. On est ici en France, dans d'autres pays, quand on condamne un acteur politique, le retrait de ses droits civiques est limitativement décidé. C'est inscrit dans un temps précis. Ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans, ça peut être 5 ans. D'autres acteurs ici en France ont été condamnés à 5 ans d'inéligibilité. Ça arrive. Mais en Côte d'Ivoire, c'est ad vitam aeternam. Est-ce que ça, c'est possible, ça? Est-ce que ça, c'est normal? Bah, justement, c'est de cette ouverture dont je parlais tout à l'heure. Comment est-ce que vous expliquez le fait que le président Alassane Ouattara n'ait pas voulu faire cette ouverture tout de même en admission et en permettant et au président Laurent Gbagbo et à Tidjane Thiam, de l'histoire de la nationalité haute, de les laisser se présenter pour une décrispation? Comment est-ce que vous expliquez le fait qu'il n'a pas pu faire ça? Il aurait pu le faire, on l'a espéré, parce que on savait tous que, moi je l'avais dit, le terme de fin de cycle. Pour moi, ça devait être un festival de sortie. Le président Ouattara devait créer, par cette élection 2025, le festival de la fin du cycle.
où lui-même est candidat, où il autorise tous les autres, ses autres adversaires à être candidats. Et puis, bon, on sort de cette élection-là avec le sentiment que la Côte d'Ivoire tourne une page. Mais on est sorti de cette élection avec le sentiment profond que la Côte d'Ivoire vient d'entamer une nouvelle page de crise. Et qui va être encore plus longue. Puisque les plaies qui vont être créées par le retrait des droits civiques de Gbagbo Laurent, définitivement, ces plaies-là pourront jamais être cicatrisées si Gbagbo Laurent n'est pas rétabli dans ses droits avant que peut-être demain, et nous quitte. Tout le monde peut partir du jour au lendemain, mais c'est des choses qu'il faut reconstruire. Dans le subconscient de plusieurs milliers d'Ivoiriens, Gbagbo Laurent est victime d'une injustice. Et quand on dirige un pays, on doit prendre ça en compte pour dire, on a dirigé le pays pendant 15 ans, on s'en va dans 20 ans, et il y a la possibilité que les torts qui ont été causés de part et d'autre, on les règle définitivement. Et par conséquent, on offre de nouvelles perspectives aux Ivoiriens en termes de réconciliation. Mais là, on est vraiment fragmenté. Et là, ça va être le mur de barrière qui va être là définitivement. Aujourd'hui, il y a plein de monde qui sont en prison. Plein de militants du RADP, pardon, du PPRC qui sont en prison. Certains sont jugés, condamnés à 3 ans de prison. Je pense que ces extrêmes-là, on n'a pas besoin de ça. On peut toujours, par la voie politique, régler les problèmes. Mais bon, évidemment, quand on les écoute, on dit non, tout ça est fini, maintenant c'est la loi, alors qu'il y a des secteurs dans lesquels on ne respecte pas aussi la loi. Ça, c'est clair. Ouais. Mais est-ce que vous ne vous dites pas tout de même que il y a eu des incohérences et des contradictions au sein, on va dire, de l'opposition qui ont amené le président Alassane Ouattara à agir ainsi jusqu'à là où on en est? Non, pour ce qui concerne Thiam, pour ce qui concerne Gbagbo Laurent, ce sont les institutions ivoiriennes qui ont pris les décisions. Oui, au-delà des institutions. Au-delà de ça. Au-delà du côté judiciaire. Est-ce qu'il n'y a pas, voilà, le fonctionnement, est-ce que dans la marche, dans le fonctionnement de l'opposition, est-ce qu'il n'y a pas des incohérences, des contradictions dans leur démarche? Là-dessus, c'est très clair. L'opposition ivoirienne n'avait pas de colonne vertébrale. Elle n'avait pas de structuration. Elle n'avait pas de ligne correcte. On n'avait aucune visibilité sur la démarche de l'opposition ivoirienne. C'est d'ailleurs pour ça que nous, à DCI, on s'est tenu un peu à l'écart de tout ça. Parce qu'on ne voyait pas la colonne vertébrale directrice. Dans cette période de crise, de tension, on a créé la CAPSI avec Madame Simone Gbagbo, on dit de ne plus l'appeler Simone Gbagbo, et Yves, et tous les autres. Après, on a créé le Front commun. Et puis finalement, on ne savait plus qui faisait quoi. Les candidats potentiels de ces grands partis ont été écartés. Après, il y avait un choix politique à faire. Et nous, en tant que ADCI, quand on a été rencontré le président Gbagbo Laurent, nous avons donné notre position à nous. Nous nous sommes dit, pour recréer une sorte de cohésion dans l'opposition, à partir du moment où les candidats potentiels ont été écartés, qu'on fasse contre mauvaise fortune bon cœur et qu'on démontre au RADP qu'on avait la possibilité de se mettre au-dessus de nos intérêts particuliers pour poser la Côte d'Ivoire. Et par conséquent, de prendre le RADP à son propre piège en 10 ans. C'est vrai que Gbagbo est écarté, Thiam est écarté, d'autres ont été écartés, mais il y a 3 personnes de l'opposition qui ont été retenues. Et par conséquent, on peut se regrouper derrière un de ces candidats-là et faire campagne pour lui. À partir de ce moment-là, on est dans la République et le 25 octobre, on a les moyens de revendiquer une victoire. C'était ça notre schéma à nous. Malheureusement, nous avons été mis en minorité et ce qui devait être déployé a été déployé. Et on a vu son inefficacité sur le terrain. Et les gens sont allés sur le terrain en victime expiatoire, ils ont été râpés et finalement ils se sont retrouvés en prison. Pour résumer toutes ces incohérences surtout de l'opposition, vous avez dit récemment, et je cite, « Nous ne voulons pas nous fondre dans un système que nous ne maîtrisons pas. » Et voilà. Justement, tout simplement. C'était ça. Mais est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que l'alternance politique qu'on pourrait voir aujourd'hui, voir émerger ou bien voir luire en Côte d'Ivoire, cette alternance politique ne pourrait pas passer tout de même quand même par une union forte de l'opposition? Oui, mais pour quel intérêt, pour quel objectif? C'est ça. Les unions s'organisent dans un objectif précis. Dans un objectif d'union, d'alternance du moins. D'alternance tout de même. Oui, mais en même temps, le combat est en quelque sorte empoisonné par les sorts juridiques des acteurs. Quand vous avez le président Gbagbo qui est privé de ses droits civiques, ça fait que le combat de son parti, c'est la réhabilitation de son leader. Et donc, tant que ce combat de réhabilitation est là, vous ne pouvez pas poser le principe d'une union qui exclut le président Gbagbo comme acteur principal. Ça, c'est compliqué. Quand vous prenez le cas de Thiam, il est en dehors du pays depuis presque 1 an.
quelque union que vous chercherez à construire ne pourra pas se construire tant que les conditions ne sont pas réunies pour que lui rentre au pays et qu'il prenne sa place. Et donc, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut reconnaître au président Ouattara. Il a cette capacité d'anticipation qui permet de dérouter ses adversaires. C'est-à-dire qu'il a pratiquement 5 coups d'avance. Ce qui va se passer dans 5 ans, il le pose comme acte aujourd'hui. Ce qu'il a posé comme acte, j'allais dire, anticipatoire par rapport à Gbagbo et aux autres, fait qu'aujourd'hui, l'opposition est complètement à la ramasse, à la rue. Au lieu de poser le combat de la réforme des institutions, de la réforme du code électoral, de la CEI et tout ça, comme valeur absolue, le PPACI a ce combat-là de réhabilitation de son leader. De libération des prisonniers. Voilà, de libération des prisonniers. C'est tout du rébellion. 2020, 2025, c'est pareil. Tout ça est lié à quoi? À une seule personne. Au président Ouattara. Réhabilitation, libération des prisonniers. C'est lui qui est au cœur du jeu. À partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas avoir une opposition qui est structurée parce que les combats qui concernent sont d'abord internes au lieu d'être nationaux. On va s'intéresser à ces leaders politiques. On les a longtemps cités lors de cette interview, que ce soit le président Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara, le président Laurent Gbagbo. On va parler de ces leaders. Mais bien avant, justement, avant de parler de tous ces leaders, on vous a souvent présenté, vous, comme le pion du président Tidjane Thiam. Qu'est-ce que vous répondez? Pourtant, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne l'ai jamais rencontré physiquement. On ne s'est jamais parlé. Donc, je ne suis pas du tout son pion. J'ai mon mouvement à moi, qui a vocation aussi à conquérir le pouvoir d'État demain. On n'a aucune envie de se fondre dans un parti politique classique. C'est tellement clair et c'est tellement bien dit, on ne va pas épiloguer outre mesure là-dessus. Mais on va aller sur, parlant des différents leaders politiques là. À propos de Tidjane Thiam, vous avez dit récemment qu'à votre connaissance, il n'y a aucune procédure pénale contre lui. Alors, selon vous, pourquoi il ne décide pas de rentrer en Côte d'Ivoire? Peut-être qu'il faudrait lui poser la question directement. Moi, je suis, comme tout le monde, on est dans l'expectative. On se demande pourquoi il est à l'extérieur. On se dit, moi, en tout cas, si c'était moi, Saleh Tchemoko, je rentrerai au pays. Advienne que pourra. Quand vous faites la politique, vous avez un soleil qui est sous votre tête. Plus vous approchez de pouvoir, plus vous approchez de la vérité, plus les rayons du soleil sont forts. Mais si vous voulez vous mettre à l'abri de ces rayons du soleil, jamais vous n'approchez le pouvoir. Donc il faut une carapace. Il faut des contre-coups. Et donc moi, j'aurais pris la décision de rentrer au pays et advienne que pourra. Et donc, à ma connaissance, le président Thiam n'a pas de procès en instruction contre lui. Il n'y a pas de mandat d'arrêt contre lui. À ma connaissance, sauf si ça a été pris que nous, on ne le sait pas. Et donc, si ça n'hésite pas, à mon avis, il doit pouvoir rentrer au pays. Après, si les conditions de sécurité ne sont pas réunies, et c'est à son parti qu'il appartient d'aller discuter avec le pouvoir en place. Ils sont au Parlement, ils ont un groupe parlementaire, de poser la préoccupation pour que peut-être les conditions soient réunies pour que les leaders rentrent au pays. Parce qu'on ne peut pas diriger un parti de façon efficace sur le long terme en étant en dehors du territoire. Tout à fait. Au vu de ces différentes stratégies qu'on les a vues lors des campagnes, des pré-campagnes, beaucoup aujourd'hui estiment que Tidjane Thiam au final est une anarque. Est-ce que vous pensez ainsi? Ah non, j'ai pas la même analyse. J'ai pas la même analyse. Chacun est le fruit de son histoire. Voilà. Chacun est le fruit de son histoire, chacun est le fruit de son éducation. Et il y a des réalités certainement que nous autres on ne maîtrise pas, qui le concernent personnellement, par rapport à sa carrière internationale, par rapport à ses ambitions politiques. Donc chacun a son écosystème dans lequel il fonctionne. Et il est arrivé dans un contexte de succession après la mort du président Henri Konan Bédié. Le PDCI majoritairement lui a fait confiance. Et donc c'est mis... En fait, M. Thiam et le président Ouattara ont pratiquement le même profil. Je pense qu'au niveau du PDCI, on s'est dit que avec le profil qu'il a, il a même presque le même réseau que le président Ouattara. Ça pouvait être vraiment le vrai poil à gratter qu'on pourrait utiliser pour confronter le président Ouattara. C'était un peu ça l'analyse que les gens ont faite au PDCI. Après, il y a la personnalité de l'individu. Et puis après, il y a ses vrais combats à lui.
Donc, mais cette analyse, au final, est-ce qu'elle s'est pas avérée fausse? Comment? De savoir que c'était le poil à gratter qui pourrait faire front au président Alassane Ouattara. Est-ce qu'au final, cette analyse s'est pas avérée fausse? Parfois, il faut mieux reculer pour sauter. Parce que elle s'avère fausse dans quel sens? On voit que moi, je vous prends un petit repère historique. En 2000, lorsque le président Laurent Gbagbo est face à Robert Gueye, ouais. à Robert Gueye, et on voit que pas face à l'escalade militaire. En son temps, il y avait la cohabitation en France avec Lionel Jospin, qui était donc premier ministre, qui était donc des socialistes, qui représentait les socialistes. On a vu que c'est lors, parce qu'il y avait eu un communiqué du ministère des Affaires étrangères, justement, parce que il y avait cette gestion du pouvoir à deux qui avait permis, ce communiqué qui avait permis tout de même que Gbagbo puisse reprendre du poil de la bête. Et puis bon, on a dit celui qui a perdu, bref, ça a suivi. Est-ce qu'on n'aurait pas pu voir un monsieur comme Tidjane Thiam, lorsqu'on a enlevé son nom de la liste électorale, lorsqu'il y a eu tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, du moment où on pense qu'il a le même réseau que le président Alassane Ouattara, voir tout de même le président français ou les instances françaises ou à l'international quand même pondre des communiqués, et que de tout cela, on n'a rien vu. Parfois, on dit « aide-toi et Dieu t'aidera ». Expliquez-nous. Peut-être que si le président Thiam avait été sur le terrain en Côte d'Ivoire au moment où on le retirait de la liste électorale et que son parti était mobilisé sur le terrain à revendiquer sa réintégration, à un rapport de force sur le terrain, peut-être que ça aurait interpellé l'extérieur. Mais ça, son parti l'a fait. Mais lui, c'est dire que quelque part son réseau, c'est pas un réseau qui est aussi fort comme d'aucuns ont pu le penser. Hein, bon, peut-être, mais je pense que moi, le combat politique, pour moi, c'est un combat de terrain. Voilà. C'est peut-être d'abord un combat de terrain. C'est pas un combat j'allais dire, de coup de téléphone, alors qu'on n'est pas sur le terrain. Pour moi, il faut être sur le terrain pour confronter un régime, et c'est à partir de cette confrontation-là que l'extérieur réagit, à mon avis. Voilà. On va revenir peut-être un peu sur le président Tidjane Thiam. Là, on parlait des 3 leaders politiques. Selon vous, quelles ont été les erreurs du président Laurent Gbagbo dans sa carrière politique? Je pense que, et ça c'est fondamentalement lié à l'individu, je pense qu'il il est trop humain. Et que dans le monde politique, parfois il faut poser la morale et l'action. On ne peut pas toujours poser principalement la morale. Je pense que le président Gbagbo était trop humain, et cette humanité forte a fait que parfois il a posé le sentiment à la décision de l'homme d'État. C'est une faiblesse que beaucoup parmi ses opposants ont exploité. Il faut, quand on arrive au pouvoir dans le contexte qui était le sien, tout de suite poser la République, poser la sécurité du pays comme valeur absolue. On ne cherche pas à faire plaisir aux gens, alors même que des individus en dehors du pays se préparent à faire un coup d'État. Cet humanisme-là, qui a fait qu'il a ri avec tout le monde, alors que certains, en l'embrassant, avaient un couteau dans le dos, a été l'élément qui a contribué à fragiliser son pouvoir et qui, au final, l'a fait tomber. À mon avis, c'est les erreurs qu'il a commises à ce niveau-là. Premier élément. Deuxième élément, son parcours politique a été un parcours de combattant. Dans ce parcours-là, il est arrivé des moments où il a dû s'associer avec des gens qui ne portaient pas la même colonne vertébrale idéologique. Donc le RDR qui a été conçu dans l'esprit du parti unique, puisque le RDR provient du PDCI. Quand ils sortent du PDCI pour créer le RDR, c'est parce qu'on leur a refusé, d'après eux, après Denis Kobena, la parole. Donc frustré, ils créent le RDR. Mais quand à partir de ce moment-là, le président Ouattara, qui était le premier ministre, quitte le pays après que Bédié soit devenu président, et que Bédié déclenche son combat contre le président Ouattara, et que ça vire à l'ethnicisme et aux questions ethniques, le président Gbagbo Laurent, en s'associant au RDR, donc à travers le Front républicain, en 95, adoube la position du RDR contre le président Bédié. Et donc, il faut faire sauter le verrou. Quand le verrou saute, Bédié tombe, et que la coalition RDR-FPI explose, et que Gbagbo arrive au pouvoir en 2000,
il doit tout de suite percevoir que Ouattara ayant été écarté, la question centrale du Ouattara va devenir ce qui va être l'élément qui va empoisonner son régime, et par conséquent, soit il la traite immédiatement en se donnant les moyens de la traiter, soit il intègre directement Ouattara dans le jeu, et puis on passe à autre chose. Ils ont tenté de louvoyer, et ce louvoiement-là a abouti à la rébellion. Quand la rébellion arrive, à partir du moment où il a pratiquement gouverné sans construire des coalitions internationales, il n'avait pas les soutiens nécessaires pour aller au pouvoir. Quand Gbagbo prend le pouvoir en 2000, et que le RDR demande la reprise des élections, en Afrique du Sud, il y a un président qu'on appelle Thabo Mbeki. Mais si vous vous souvenez du communiqué Thabo Mbeki avait demandé la reprise des élections. Tout à fait. Mais à la fin, Thabo Mbeki est devenu l'un des plus grands soutiens de Laurent Gbagbo. Ça veut dire que vous ne pouvez pas gouverner un pays. À partir du moment où vous avez l'appareil d'État, vous pouvez construire le soutien que vous voulez à l'international. Mais est-ce que vous êtes en train de dire, je rajoute quelque chose là-dessus, parce qu'après je vous ai parlé aussi du communiqué du ministère des Affaires étrangères en France en 2000, qui a doublé le président, qui n'a pas demandé la reprise. Mais après, lorsque par exemple Jospin est face à Chirac, on voit, et le président l'a reconnu après. Malheureusement, le président Laurent Gbagbo, qui a été combattu par Chirac, il va soutenir Chirac en lui donnant de l'argent. Et après, au final, qu'est-ce que Hollande dira plus tard? Laurent Gbagbo est un infréquentable. Mais justement, bref, c'est pour ça qu'il a dit là, je parle d'humanisme. L'humanisme. Bon, on va pas faire le procès du président Laurent Gbagbo. Il y a tellement. Oui, c'est clair. Non, je comprends. Non, je le dis pourquoi, parce qu'il y a tellement à redire là-dessus. On essaie c'était important, cet éclairage historique qu'on est en train de faire aujourd'hui. Elle est aux antipodes des prises de position ou de quoi que ce soit. On est sur des faits réels. Tout ce que nous sommes en train de dire. Mais c'était important pour moi d'avoir, en tout cas, une personne assez indépendante comme vous sur notre plateau pour éclairer les gens. Parce que très souvent, ce sont des choses, lorsqu'on le dit, on a l'impression qu'on est contre un tel ou un tel, ou qu'on est... Non. C'est loin de là. D'ailleurs, je voulais profiter de votre antenne pour lancer un appel pour Gbagbo Laurent. Allez-y, avec grand plaisir. On ne peut pas avoir mené le combat qu'il a mené. Aujourd'hui, quand on parle de bulletin unique, c'est Gbagbo Laurent. Nous, on était tout jeunes à l'époque quand il faisait ce combat-là, mais on a suivi un peu. On parle du bulletin unique, c'est son combat. Quand on parle des urnes transparentes, c'est son combat. À l'époque, on votait dans les caisses à code plaqué. Voilà. L'organisation des élections par le ministère de l'Intérieur, tout ça. Quand on parle de la commission électorale, du vote à 18 ans, c'est son combat, ça. Commission électorale, ça, c'est son combat. Donc, voilà un homme qui va laisser un héritage politique extrêmement puissant aux générations futures. Il a été président avec les résultats qu'on a connus. Mais il ne peut pas quitter la scène politique sans laisser au futur et à l'histoire sa mémoire. J'espère qu'il est en train d'écrire ça. Et qu'il va laisser une documentation suffisamment fournie qui va expliquer l'histoire de la Côte d'Ivoire et son combat personnel et les rapports qu'il a eu avec les opposants, Bédié, Ouattara et toute la classe politique ivoirienne. Et il faut qu'il laisse de la documentation qui pourrait nous orienter demain dans des choix stratégiques à faire quand on sera des responsabilités au niveau étatique. C'est extrêmement important. Moi, j'ai poursuivi même le président, enfin l'ancien protocole du Faux-Boigny, Georges Weah, pour qu'il m'accorde une interview pour retracer toute l'histoire de la Côte d'Ivoire au temps du Faux-Boigny qu'il a vécu. Bon, on n'a pas eu cette occasion-là et on ne sait pas si on pourrait avoir des mémoires de Georges Weah. Mais lors de votre dernière rencontre avec le président Laurent Gbagbo, par rapport à cet appel que vous lui lancez là sur le plateau d'ActuPeople.net, et j'en suis très heureux, est-ce que vous avez eu à lui dire ça? Non, là c'était dans un contexte de crise, on a posé vous savez, je vais vous faire une révélation. Quand j'ai rencontré le président Gbagbo Laurent, le lendemain, il y a une personnalité que je connais très bien qui m'a appelé pour me dire on va te faire payer cette rencontre. Non. Ah oui. Oui. Non. Oui. Wow. M'a appelé pour me dire on va te faire payer cette rencontre. Tu as commis une erreur en allant rencontrer le président Gbagbo. J'ai même un confrère qui est proche du régime, qui m'a envoyé des messages, qui m'a dit ils vont te faire payer ça. Vous voyez? Et donc, quand on a tout ça dans la tête, après on se pose des questions, on se dit, mais est-ce que ce pays-là, on l'a battu sur des rapports où on se considère tous comme des Ivoiriens, ou bien il y en a qui pensent que parce qu'ils ont le pouvoir d'État, ils considèrent que les autres sont des ennemis, qu'on doit abattre systématiquement. Je vais vous faire cette révélation-là aujourd'hui sur le plateau.
Merci pour cette révélation exclusive, mais c'est tellement flagrant de savoir qu'aujourd'hui, pour des fréquentations, aujourd'hui, des menaces sont brandies. Ouais. J'ai vécu ça. C'est sans commentaire. On va avancer. Je ne vais pas en faire plus de commentaires que ça. Alors, on va parler du président Alassane Ouattara. Justement, est-ce que vous êtes en phase avec la stratégie du président Alassane Ouattara qui, depuis toutes ces années, n'a fait que museler, en tout cas, ses adversaires politiques? Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit que l'un des péchés mignons du président Gbagbo Laurent, c'est qu'il a été trop humaniste. Hein? Il a gouverné le pays avec une certaine approche humaniste dans un contexte où il était en face de requins. Aujourd'hui, inspiré de cette situation, le RADP dirigé par le président Ouattara ne commet pas la même erreur. Ils se sont dit, on va mettre un point dans un gant de velours et avec ça, on va gérer la Côte d'Ivoire. Donc, faire en sorte que, souvent les Ivoiriens caricaturent en disant que avec le président Gbagbo Laurent, le nageur venait jusqu'à attraper le pied du président Gbagbo Laurent. Avec le président Ouattara, dès que vous achetez le maillot de bain au marché, déjà, on vous prend. Tout à fait. Les Ivoiriens caricaturés, c'est une très belle image. Lui, voit le nageur, il voit le dos du nageur. L'autre, dès que tu portes le maillot de bain, voilà, lui, tu prends en même temps. C'est une question d'approche, de gouvernance. Si vous considérez que les questions de sécurité du pays sont primordiales, vous vous donnez les moyens de les traiter, ces questions-là. Si vous considérez que votre opposition est une menace pour votre pouvoir, vous commettez l'erreur en traitant l'opposition comme une menace. Parce que ça ne peut déboucher que sur l'isolement de ce régime-là et donc une partie du peuple qui se dirige contre vous. Sur les questions qui concernent la sécurité nationale, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de sentiment. On ne joue pas avec la sécurité nationale. Mais sur les questions qui concernent le fonctionnement des institutions par rapport à la démocratie, par rapport au jeu électoral, on n'a pas à avoir la main de fer. Il faut ouvrir le jeu. Et c'est parce que le jeu est ouvert qu'en réalité le pouvoir est stable. Parce que si vous construisez une dynamique dans laquelle les gens pensent que tout est verrouillé et que la seule solution, c'est d'user des moyens non démocratiques, votre pouvoir pendant 10 ans, pendant 20 ans, ne peut que se réduire de jour au lendemain. Et donc je pense que le président Ouattara peut être rigide sur les questions qui concernent la sécurité nationale, ça concerne tous les Ivoiriens, mais sur les rapports politiques, il faut de l'apaisement, il faut de l'ouverture, il faut de la réconciliation. C'est ce qui va faire que la Côte d'Ivoire va s'en sortir quand les grands vont prendre leur retraite. Parce qu'ils sortent de ce jeu-là, avec cette rigidité et cette stratification du peuple de Côte d'Ivoire, ceux qui vont venir après ne pourront pas gérer cet écosystème de frustration et ça va déboucher sur des violences. Est-ce que je voulais faire comme analyse? Je ne ferai pas de commentaires, mais vous avez parlé de sécurité nationale dans la gestion du pouvoir d'État, mais tout de même dans les alliances que le président Alassane Ouattara a pu tisser, on a vu le cas de l'appel de Daoukro. Et malheureusement, en 2015, où le président Henri Konan Bédié lance cet appel, et après, somme toute, il y avait, on va dire, une certaine alliance tacite qui devait voir le PDCI présenter un candidat en 2020 qui malheureusement n'a pas été le cas et ça a mené à un boycott actif avec, je sais pas, la résistance. Il y a eu plein de remous en 2020. Est-ce que cette manière d'avoir fait ainsi avec son allié politique, avec le président Henri Konan Bédié, est-ce que ça devait être fait ainsi? Mais ce n'est que j'allais dire, l'aboutissement des compromissions de la classe politique ivoirienne. Toutes les alliances qui sont tissées dans l'objectif de conserver ou de conquérir le pouvoir d'État au-dessus des intérêts du peuple de Côte d'Ivoire, au-dessus des intérêts de la Côte d'Ivoire elle-même. Le RADP a été construit dans la logique de la conquête du pouvoir et sa gestion par les enfants du faux Boigny, entre guillemets. Mais évidemment, on sait tous que l'appel de Daoukro était un appel conditionné. On n'a pas le contenu des conditions, mais Bédié a dit que, au PDCI, on considère que l'appel de Daoukro avait pour aboutissement le fait qu'en 2020, le pouvoir revienne au PDCI. C'est pour ça que l'appel a été lancé, selon ce qu'on nous a expliqué. Après, on sait tous que en politique, c'est un acteur politique français qui le dit, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Tout à fait. Bédié a cru aux promesses du RADP et il en a fait les frais.
Et je crois qu'il y a Laurent Donafologo qui dit aussi la même chose, qui est aussi dans la même assertion. Ouais. Les promesses politiques n'engagent que les personnes qui y croient. Mais voilà, la promesse, ça peut n'engager ceux qui y croient. Le pouvoir ne se donne pas. On ne le transfère pas sur un plateau d'argent à quelqu'un d'autre. Surtout que l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire des rapports entre le PDCI et le RDR originel est tellement récente qu'on s'étonne que le président Bédié, qui est si sage, qui est si instruit, ait pu s'imaginer que le RDR allait lui remettre le pouvoir parce qu'ils ont formé le RADP. C'était pour moi, c'est une erreur politique. Dans la même dynamique, justement, le président Guillaume Soro, qui lui aujourd'hui malheureusement est en exil, a pensé lui aussi qu'il était le dauphin putatif du président Alassane Ouattara. Qu'est-ce que vous pensez aussi lui de sa démarche politique? Bon, là également, c'est le même schéma. C'est toujours les accords secrets entre acteurs politiques, entre quatre murs. Il paraît qu'il y a des témoins, mais ces témoins ne parlent jamais. Bon, c'est la même histoire. Il considère lui aussi qu'il a été trahi. Et par conséquent, il a demandé son indépendance. Évidemment, ça lui a attiré les ennuis que ça lui a attiré. Il faut espérer que, in fine, lui et son père, le président Ouattara, s'entendent et que pour la Côte d'Ivoire de demain, il puisse rentrer au pays, prendre sa part dans la construction du pays. Qu'est-ce que vous pensez de sa trajectoire politique, Guillaume Soro? Ce n'est pas une trajectoire que j'approuve personnellement. Moi, je considère que la nation doit être posée comme valeur absolue et que quelles que soient les incompréhensions qu'il peut y avoir entre nous, nous devons nous fixer des lignes rouges à ne pas franchir. La rébellion qu'ils ont faite, dans leur esprit, était dans un contexte de combat. Peut-être. Mais ce combat-là, par rapport aux intérêts de la Côte d'Ivoire, n'était pas un combat qui pouvait prospérer. La preuve aujourd'hui, je ne suis pas sûr que si c'était à refaire, Guillaume Soro referait la rébellion. Je ne suis pas sûr. Et donc, la trajectoire qu'il a choisie, sauf si le peuple de Côte d'Ivoire a une capacité réflexive assez forte pour transcender ce qui a été vécu, ce qu'il a vécu, je ne suis pas sûr que cela lui soit pardonné facilement. Et donc, la trajectoire n'était pas bonne et beaucoup d'erreurs ont été commises. Aujourd'hui, il traverse en quelque sorte le désert. Il faut espérer que tout ça lui permet de s'assagir et que demain, s'il a la possibilité de se racheter, il revienne en Côte d'Ivoire et qu'il participe à la construction d'un pays qui va être dans ses fondements unis. Et que quelles que soient les frustrations qui peuvent être celles d'une partie du peuple, on doit pouvoir comprendre qu'on ne doit pas basculer dans cette violence. Elle ne résout aucun problème, bien au contraire, elle en crée d'autres encore plus profonds qui font que le pays, finalement, ne se retrouve pas. Une rébellion, les conséquences se gèrent sur 50 ans. Un coup d'État, les conséquences se gèrent sur 30 ans. D'ailleurs, on est toujours en train de gérer les conséquences du coup d'État de 99. Donc, il faut que nous arrivions, tous les acteurs politiques, à comprendre que le pays n'appartient pas à un camp. Que le pays n'appartient pas à un parti politique, n'appartient pas à un groupe qui est au pouvoir. Que le pays est la propriété de chaque enfant ivoirien. Et par conséquent, c'est une mission qu'on nous assigne qui est limitée dans un temps, c'est un CDD. Et que quand ce terme arrive, on doit faire en sorte qu'il y ait une passation fluide du pouvoir parce que des enfants sont nés il y a 10 ans, il y a 15 ans, qu'il faut faire en sorte que dans 20 ans, ils vivent mieux que nous. Mais quand on considère le pouvoir comme un patrimoine personnel et qu'on patrimonialise l'État, qu'on privatise les institutions qui sont finalement au service d'un individu, au service d'un camp, ce pays-là, il ne tient que parce que vous maintenez une main de fer dessus. Le jour où le peuple a le sentiment qu'il y a une occasion pour s'exprimer, il sort. C'est ce qu'il faut éviter. Et donc, quand on gouverne, il faut parfois utiliser j'allais dire le marteau, mais pas derrière aussi, il faut mettre un peu de carotte pour qu'il y ait un certain équilibre pour ne pas qu'on bascule. Dans les différentes alliances nouées, jamais respectées, le président Tidjane Thiam disait dans une interview, il dit avoir été lésé par le président Alassane Ouattara alors qu'il l'avait rencontré et que le président Alassane Ouattara lui a dit qu'il ne se présenterait pas en 2025. C'est ce qui l'a amené, lui, à vouloir être candidat. Mais en quoi cela peut le léser, lui? Qu'un président dise qu'il ne serait pas candidat, en quoi cela peut le léser? Est-ce qu'il y a d'abord un accord pour partager le pays? Voilà, je ne vois pas pourquoi cela pourrait le léser. S'il veut être président de la Côte d'Ivoire, il s'en donne les moyens politiques. Il va sur le terrain, il se bat comme tout le monde, il contient le pays.
Mais on ne dit pas comme l'autre, il m'a dit que entre les 4 minutes qu'il ne sera pas président, il ne sera pas président. Ça veut dire que tout ce que le pouvoir doit m'échouer, et donc si il me présente, ça tombe. Non. Le jeu politique est un jeu fait de déclarations qu'on fait au coin de l'oreille, mais qu'on ne tient pas forcément à respecter. Et donc, si celui qui s'accroche à ça, il se fout le doigt dans l'œil. Et donc, je ne sais pas pourquoi cela peut le léser. Il est le président du PDC, un parti majeur qui a bâti pratiquement la Côte d'Ivoire. Il a donc une légitimité historique à revendiquer, une opposition qui va construire et qui va conquérir le pouvoir, qui se donne les moyens de se battre, qu'il en assume les conséquences. C'est Jacques Chirac, non pas Chirac, c'est Sarkozy qui disait récemment, dans une interview que j'ai suivie, que j'ai trouvé très intéressante d'ailleurs, il disait que tous les acteurs politiques ont des ambitions. Tout le monde a une ambition. Ce qui fait la différence, c'est ceux qui sont capables d'accepter les conséquences de leurs ambitions. Vous ne pouvez pas être un acteur politique, avoir les ambitions de diriger un pays sans intégrer le fait que cette ambition-là peut avoir des conséquences graves. Donc il faut être prêt à les assumer. Si vous ne pouvez pas pas assumer cela, ce n'est pas possible. Et le même Sarkozy disait qu'aucune organisation politique ou de quelque nature que ce soit ne peut fonctionner sans une verticalité, sans un leadership qui est là, qui donne la direction et qui est prêt à subir les coups. Si vous n'êtes pas prêt à subir les coups, vous ne pouvez pas diriger. Vous ne pouvez pas être le leader. Parce que le leader, c'est parce qu'il rassure que le type est derrière lui. Mais si le leader ne veut pas assumer les conséquences de ses ambitions, ça ne prospère pas, ça ne marche pas. On en arrive à votre avenir politique, ce sera le dernier point. Votre avenir politique et vos stratégies pour diriger la Côte d'Ivoire. Mon avenir politique se dessine. Il se renforce chaque jour. Déjà, les combats que nous avons menés au point de vue social ont fait qu'aujourd'hui, on a une certaine pénétration dans le pays. Partout où on arrive en Côte d'Ivoire, plus ou moins les gens connaissent Saleh Timokou, c'est déjà un avantage. On a construit un mouvement politique pour pouvoir structurer cet avenir politique-là avec d'autres Ivoiriens. On en a fait un mouvement, pas un parti politique, parce qu'on ne veut pas avoir des fonctionnements pyramidal. Parce qu'on n'a pas le pouvoir. On veut faire en sorte que les Ivoiriens qui sont dans tous les camps qui sont déçus de cette façon dont la politique a été faite en Côte d'Ivoire depuis 33 ans, se disent on peut faire autrement. Et pour faire autrement, il faut qu'on passe sur de nouvelles bases, avec des gens qui n'ont pas été impliqués dans le drame et qui peuvent poser de nouveaux principes. C'est pour ça qu'on a construit ADCI de cette façon-là. Quand on dit aujourd'hui, demain, la Côte d'Ivoire, en fait, on pose la gestion de l'État comme une gestion durable. Comment faire pour que les besoins des générations actuelles soient satisfaits sans qu'on abîme la capacité des autres qui vont venir après nous à satisfaire leurs besoins. Donc quand on gère un État, en réalité, on se projette sur 20 ans, sur 30 ans, sur 40 ans. Quand on parcourt les grandes nations qui sont développées aujourd'hui, à des moments précis, ils se sont dit, écoutez, on a tergiversé pendant des années. Voilà l'écosystème de tout ce qu'on a fait qui n'a pas fonctionné. On prend la décision aujourd'hui de ne pas le répéter et on passe sur de nouvelles bases. Toutes les grandes nations ont pris cette décision-là. Que ce soit la Chine, même l'Iran qui a aujourd'hui sous les bombes, il y a une trentaine d'années, a décidé qu'ils vont investir dans les sciences et les technologies. Aujourd'hui, l'Iran est l'un des pays qui produit le plus d'ingénieurs au monde. 234 000 ingénieurs chaque année. Presque plus que la France et l'Allemagne réunis. Pourtant, c'est l'Iran. Donc, ils ont pris la décision, ils en ont assumé, et aujourd'hui, ils ont les résultats. Ils fabriquent tout ce que vous voulez. En matière de santé, ils sont parmi les meilleurs au monde. Donc, c'est des choix stratégiques qu'on fait. Et donc, à DCI, on a décidé que nous voulons reconstruire une nouvelle société. Cette société-là est une société qui construit ce qu'on appelle la confiance. Aucune nation ne s'est développée sans qu'on ait construit la confiance entre les citoyens et les acteurs politiques. Sans qu'on ait construit la confiance entre les citoyens et les institutions. Vous savez, il y a deux manières de maintenir la stabilité d'un pays. Soit vous construisez la stabilité du pays sur des institutions que vous bâtissez, qui peuvent survivre aux individus, et qui font en sorte que chaque citoyen se reconnaît protégé. Et par conséquent, à partir du moment où le plus faible sait que devant le tribunal, il peut gagner, même s'il n'a pas l'argent, vous créez la stabilité du pays. Et cette stabilité est la plus durable. Soit vous construisez la stabilité sur la peur, sur la terreur. Et donc, vous instrumentalisez les institutions pour en faire un outil de répression dans le but de conserver le pouvoir. Cette stabilité-là, elle tient jusqu'à ce que le peuple comprenne que il peut prendre sa revanche. Et donc,
nous avons construit ADCI dans cette dynamique-là. Construire des institutions, réinventer un nouveau modèle de société dans lequel l'Ivoirien, dès le bas âge, déjà bon, au CP1, il comprend que la seule chose qui va lui permettre de travailler demain, de réussir demain, c'est son intelligence. C'est la seule valeur qu'on va lui demander. Que l'ethnie, que le parti politique, que la région ne lui seront d'aucun recours. C'est ça que nous voulons bâtir. Et donc, nous sommes en train de structurer ce mouvement-là qui a à peine 2 ans pour qu'il s'installe dans toute la Côte d'Ivoire. Là, je suis en France parce qu'on est venu pour structurer le mouvement ici. Installer les délégations régionales, former les jeunes gens qui sont à la tête de cette délégation régionale pour que dans 5 ans, dans 4 ans peut-être, aux prochaines élections, si on a la possibilité d'y participer, qu'on puisse proposer une nouvelle, j'allais dire un nouveau contrat social aux Ivoiriens pour leur dire, voilà 33 ans, voilà 40 ans qu'on a fonctionné de telle manière, le temps est venu de proposer de nouvelles perspectives aux Ivoiriens et remettre les Ivoiriens au cœur du système. La politique en Côte d'Ivoire a consisté à bâtir un écosystème où les acteurs politiques ont été placés au cœur du pays. Maintenant, il faut mettre les Ivoiriens au cœur du pays. Il faut les mettre en propriété de leur pays. Vous avez dit, en tout cas, merci. Hein. Franchement, j'avoue que je serais très heureux de vous recevoir à nouveau sur le plateau d'ActuPeople.net. Je le souhaite vivement. J'allais poser la question parce que vous avez dit, si en 2030, vous avez la possibilité de vous présenter, justement, quel scénario vous voyez pour 2030? Un scénario comme celui de 2025 où on a vu tous les leaders significatifs éliminés, des enjeux électoraux, avec un nouveau candidat pour le RHDP ou encore le président Alassane Ouattara rempilé, ou quel scénario vous voyez pour 2030? D'abord, le président nous a annoncé qu'il va mettre en place des réformes parce que je crois que plus ou moins le président Ouattara est conscient qu'il y a un problème. On peut se glorifier de tout ce qu'on veut, mais je pense qu'il est conscient qu'il y a un problème. Il y a une vraie fracture dans le pays. Il y a une vraie fracture. Il ne peut pas laisser un tel héritage aux Ivoiriens. Mais on a l'impression qu'il n'en a pas. Non, je pense qu'il ne le sait pas. Je pense qu'il en est conscient et que qu'il y réfléchit. Le jeu électoral cadenassé. La confiance des Ivoiriens dans l'institution s'effondre. Cela est stigmatisé par les participations aux élections. On a vu dernière avec des taux très faibles, avec des taux qui sont complètement des taux qui normalement devraient annuler l'élection. Voilà. Donc je pense que fondamentalement il en est conscient. On sait tous que la commission électorale indépendante a fonctionné et qu'aujourd'hui, le crédit que les Ivoiriens lui accordent est très faible. Sauf du RADP. Tu lui accordes peut-être un crédit qui est fort, mais ils ne sont pas majoritaires en termes de population. Et donc, ce crédit étant effondré, le président Ouattara, le seul héritage qu'il peut construire maintenant qu'il a encore le pouvoir jusqu'en 2030, c'est de laisser aux Ivoiriens des institutions qui vont reconquérir la confiance des Ivoiriens. Un système électoral qui va être plus crédible. Et faire en sorte que les doyens, entre guillemets, se retirant, ceux qui viennent n'aient pas de crise à gérer. Mais se projettent pour la nouvelle Côte d'Ivoire avec de nouveaux projets. Et donc je pense que les réformes qu'il a annoncées, nous les attendons avec vraiment beaucoup d'impatience. On va voir quelle forme ça va prendre. Est-ce que ça va être un dialogue politique entre les acteurs pour qu'ensemble nous redéfinissions ce contrat social-là? Ou bien est-ce que ça va être un dialogue entre quelques acteurs et puis bon, finalement on prendra une ordonnance pour lancer encore le jeu en sachant très bien que ça ne pourrait pas fonctionner tant qu'il n'y aura pas un consensus vraiment large. Donc pour 2030, je considère que ce qu'on a vécu en 2025 ne pourrait pas se reproduire. Le parrainage là, tel qu'il est configuré là, il ne doit pas prospérer en 2030. Nous pensons qu'on peut trouver une meilleure formule. Plutôt que de prendre cette formule qui peut être quelque chose qui, à terme, peut créer de grandes frustrations dans le pays et nous conduire dans des violences énormes. C'est bien de vous voir très optimiste pour 2030. On prend rendez-vous dans 4 ans. On va terminer rapidement. Dans le budget, la Côte d'Ivoire pour 2026, donc un budget de 17 000 milliards. Dans ce budget, on s'est bien marqué en première ligne, réduction des inégalités sociales et financement des dépenses sociales. Et je ne sais pas si on le voit. Est-ce que cela est perspective en ce moment par rapport à ce budget-là? Parce que aussi, et dans ce budget, c'est une question à 2 volets, hein, parce qu'on va terminer rapidement. Selon le FMI, la production pétrolière ivoirienne devrait pouvoir atteindre d'ici 2027 150 000 barils par jour.
les revenus directs après déduction des frais de production, c'est près de 500 milliards de francs CFA pour l'État ivoirien, soit 3% des recettes pétrolières qui devaient pouvoir compléter les 17 000 milliards de budget. Lorsqu'on voit toute cette configuration où on a des recettes pétrolières, où on voit cette manne, on voit la Côte d'Ivoire en pleine croissance, justement, est-ce que vous pensez que le premier cette première volonté de voir la réduction des inégalités sociales et financement des dépenses sociales, est-ce qu'elle est perceptible dans les budgets qu'on voit, surtout celui de 2026? Bon, écoutez, moi je pense que si on devrait faire le bilan du président Ouattara, je le ferais sur 2 tableaux. Le bilan des infrastructures, là-dessus, la note est positive. La Côte d'Ivoire rattrape bien son retard en termes d'infrastructures routières, sanitaires, scolaires, universitaires, tout ça. Il y a eu des avancées notables. Quand on fait la politique aussi, il faut être rationnel. Il faut reconnaître ce qui est fait, qui est positif. Donc là-dessus, la note est positive. Le bilan social est le boulet du régime RADP. C'est le boulet. Et cela n'est pas étonnant quand on conçoit la réconciliation sur la base de ce que la croissance pourrait réconcilier les Ivoiriens. On a pensé que la croissance, que le pays gagne de l'argent, et il y a des investissements, et que par conséquent, beaucoup d'Ivoiriens vont sortir de la pauvreté, et cela pourrait les réconcilier. Non. Le bilan social est le boulet du RADP. Là-dessus, c'est un échec. Et si aujourd'hui le PND prend en compte ces questions sociales et qu'on cherche à redistribuer un peu, c'est parce qu'on s'est aperçu maintenant, après 15 ans, que la croissance n'a pas profité aux Ivoiriens. Mais cela ne peut pas être surprenant quand cette croissance est portée par des capitaux étrangers. Notre PIB est supporté pratiquement à 80% par des multinationales étrangères. La contribution des Ivoiriens dans ce PIB, c'est à peine 15-20%. Donc si vous avez une économie qui est aussi extravertie, où les richesses sont expatriées, la croissance ne profite pas aux nationaux. Donc finalement, vous allez financer la lutte contre la pauvreté par le budget. Or, le budget lui-même est alimenté pratiquement à 40% par l'endettement. Donc c'est comme si, vous savez, chez nous au village, on a cette image-là, construire des buts, enfin faire des buts et puis les détruire par la queue par derrière. Vous voyez, c'est pas solide. Donc s'ils prennent conscience qu'il faut maintenant investir dans la redistribution des richesses, on peut saluer cela. Après, entre l'engagement sur papier et l'application sur le terrain, il faut le voir. Alors, moi, je dirige une collectivité locale. Vous savez que les maires sont les remparts de la société contre les chocs sociaux. Ici, en France, les élus les plus en vue, c'est les élus locaux. Tout à fait. La classe politique dirigeante du pays est complètement vomi. Mais les élus locaux sont ceux qui sont dans la proximité et qui sont les plus aimés par les Français. En Côte d'Ivoire, ça devait être la même chose. C'est les élus locaux qui portent la charge sociale du territoire. Mais quels sont les moyens qu'on met à leur disposition pour qu'ils supportent ces charges sociales-là? Il n'y en a pas du tout. La décentralisation en Côte d'Ivoire est à l'arrêt. C'est un leurre quelque part. C'est un vrai leurre. On n'a pas avancé d'un iota. Il ne suffit pas d'augmenter de 10 millions chaque année le budget des collectivités pour dire qu'on est en train de faire la décentralisation. Non. Qu'on donne les moyens au territoire de supporter les chocs sociaux. Mais la décentralisation, elle s'est faite à l'aune des conseils généraux ou bien régionaux. Oui, là. Des conseils régionaux et puis les municipalités, les mairies. Mais quels sont les moyens que les collectivités en Côte d'Ivoire ne sont financées qu'à hauteur de 2,7% du budget national? Vous avez parlé de 17 000 milliards. C'est ça. Mais c'est 2%. 2,7% de ce budget-là qui va aux collectivités. Qu'on redistribue à chaque ville de Côte d'Ivoire pour se voir développer. Ben, qu'on envoie à chaque ville de Côte d'Ivoire pour le fonctionnement de la collectivité, pour financer l'investissement, et ainsi de suite. Voilà. Donc, dans une telle dynamique, même pour construire 1 kilomètre de bitume à l'intérieur d'une commune, vous pouvez attendre 30 ans. C'est pourquoi beaucoup de villes sont à l'arrêt en Côte d'Ivoire.